Et dernière soirée place publique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ce cycle de conférences, ces trois mots, c'est s'informer, échanger, débattre. Vous aurez l'occasion de discuter, de poser des questions à nos intervenants, de réagir, de commenter. Voilà, place publique, c'est fait pour ça. Ah bah les pauvres, point d'interrogation. Oui, je te rappelle comment on voulait au départ comment on voulait même nommer cette soirée, en étant encore plus provocateur. On aurait pu parler comme Jean Gabin dans La Traversée de Paris, Salaud de pauvre. Salaud de pauvre, c'est un film qui a quelques décennies maintenant, mais qui convoque un mot qu'on entend depuis beaucoup moins de temps, très récemment, et c'est la pauvrophobie. Je ne sais pas si ce terme, évidemment, vous parle. La pauvrophobie, qu'est-ce que c'est? La pauvrophobie, c'est la peur, c'est le rejet, c'est le mépris, c'est l'hostilité envers les personnes en situation de précarité. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par des phénomènes de rejet. On va en discuter tout à l'heure. Deux chiffres qui vont tout de suite cadrer le sujet. 37% des Français estiment que les personnes qui vivent dans la pauvreté n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir. Ça, c'était une étude du Crédoc. Et un Français sur trois, également, juge que le système social en place favorise l'assistanat. C'était une étude du Secours catholique en 2017. Donc notre débat, on va aborder d'abord des questions. On va aborder trois questions avant de vous laisser la parole. D'abord, pourquoi juge-t-on les personnes en situation de pauvreté aussi sévèrement? Ensuite, quelles sont les conséquences sur ces personnes? Quelles sont les conséquences sur leur santé, sur leur état psychologique, bien sûr, et puis peut-être collectivement sur la lutte contre la pauvreté. Et puis enfin, est-ce qu'on peut sortir de ces idées reçues et est-ce qu'on peut également lutter efficacement contre la pauvreté, voire éradiquer la pauvreté? Trois invités pour en discuter avec nous ce soir. Marie Loison-Lerue, je vais commencer avec vous. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris 13 et vous êtes spécialiste des représentations sociales et des attitudes envers la pauvreté. Vous avez réalisé une enquête ethnographique et statistique auprès des voisins de personnes sans domicile. Vous en avez tiré des conclusions sur les attitudes qui sont des attitudes de rejet, mais aussi de compassion, des réactions aussi d'indifférence. Et vous en avez tiré un ouvrage, Habiter à côté des SDF. Et aujourd'hui, vous travaillez plutôt sur la problématique des femmes sans domicile, les non-recours, un mot sur lequel on reviendra bien sûr, et sur les dispositifs de soutien. À votre gauche, Jean-Christophe Sarraud. Votre parcours, vous, c'est une école de commerce et puis une coopération avec ATD Quart Monde au Sénégal. Ensuite, vous passez par les Jeunesses et Sports et puis vous revenez à ATD Quart Monde il y a une dizaine d'années. Vous êtes aujourd'hui en charge responsable du réseau emploi-formation au sein du mouvement de lutte contre la pauvreté et vous êtes co-auteur d'un ouvrage que vous avez amené, que je recommande à tous, qui a été assez percutant. C'est en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Voilà. Aujourd'hui, vous travaillez notamment, vous avez amené un autre ouvrage, et c'est sur les territoires zéro chômeur. Enfin, Michel Pouzol, bonsoir. Michel Pouzol, vous avez un parcours pour le moins atypique. Originaire d'Auvergne, petit-fils de paysan, fils d'ouvrier, Michelin, bien sûr, dont vous en avez parlé. Vous êtes tour à tour animateur radio, journaliste, réalisateur. Un accident de parcours, on va appeler ça comme ça, fait que vous allez connaître la grande précarité. Vous allez avoir un moment très difficile, bénéficiaire du RMI, et pourtant, quelques années plus tard, on vous retrouve cette fois-ci sous les ordres de la République. Vous êtes élu député, vous serez député de l'Essonne de 2012 à 2017. Vous avez travaillé notamment sur les questions d'ordre culturel, aussi sur les territoires zéro chômeur. Je sais qu'on en discutera tout à l'heure. Et vous êtes aussi, donc je le disais, réalisateur. Et notamment, vous avez réalisé un des épisodes de cette série très intéressante, Pourquoi nous détestent-ils? Et vous avez réalisé Pourquoi nous détestent-ils, nous, les pauvres. Vous êtes aussi membre du pôle Idées de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Pour terminer, avant de vous donner la parole, quelques citations qu'on a relevées avec M. Sarraud dans l'histoire un peu ancienne. On va remonter au début du 19e siècle, où on a un préfet de l'Indre qui estime
que les mendiants font peser sur les populations le fardeau de leur misère, vraie ou simulée. La plupart de ces individus sont dans la force de l'âge. Ils mendient par cupidité ou par fainéantise. 1840, un certain Honoré-Antoine Freugier, lui, estime que les classes pauvres et vicieuses ont toujours été et seront toujours la pépinière la plus productive de toutes sortes de malfaiteurs. Classe pauvre, classe dangereuse. Un de ses contemporains, cette fois-ci bien plus connu, Tocqueville. Tocqueville, lui, se pose la question de la lutte contre la pauvreté et fait cette remarque. Toute mesure qui fonde la charité légale sur une base permanente et qui lui donne une forme administrative crée une classe oisive et paresseuse, vivant aux dépens de la classe industrielle et travaillante. On fait un petit bond de 180 ans et on arrive sur cette question de l'assistanat, finalement, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on en voit sur l'assistanat? Un magazine bien connu fait une une qui s'appelle Assistanat, comment il ruine la France. Michel Pouzol me regarde, on en discutera tout à l'heure. Et dans lequel on peut trouver cette solution définitive. Voilà les chiffres de l'assistanat en France. 100 aides, 300 caisses, 700 milliards d'euros. Un véritable gouffre financier déresponsabilisant, destructeur de la valeur travail. Il n'incite pas les bénéficiaires à en sortir. Les politiques profitent également de ce système clientéliste. Vous aurez peut-être reconnu le magazine. Je ne sais pas. Vous nous le direz, hein, Michel? Et pour finir, on retrouve un président de la République qui s'étonne et qui dit « Regardez, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres restent pauvres. Il faut un truc qui leur permette de s'en sortir. » On verra si c'est juste une question de rue à traverser. En tout cas, on va arriver tout de suite sur la question de la pauvreté, parce qu'on parle de pauvreté ce soir, mais peut-être faut définir ce qu'est la pauvreté, ce qu'on appelle une personne en situation de précarité. Michel Pouzol, peut-être vous pouvez nous éclairer. Bonsoir, merci déjà de nous accueillir ici à Saint-Herblain, c'est un vrai plaisir. Je ne sais pas si je vais vous éclairer. Déjà, je voulais dire que je suis ravi que tous nos débats soient signés en même temps, parce que il y a un vrai sujet sur la pauvreté au niveau de la population sourde et malentendantes. Dans une campagne législative il y a quelques années, on avait fait avec 2 autres candidats députés, dont Jérôme Guedj, que vous avez peut-être connu, qui était président de l'Essonne, un débat uniquement sur les sourds et les malentendants. Ça n'avait jamais été fait spécifiquement depuis Napoléon. C'est vous dire à quel point on a des populations encore invisibles dans ce pays. Et on avait été complètement surpris par la double peine que subissent la plupart des personnes en situation de handicap et notamment de surdité. Et les problèmes sociaux, ils les vivent de plein fouet, l'accès au travail, etc., de tout ce dont on va parler ce soir. Donc je trouve que c'est une initiative vraiment importante. Et donc voilà, c'est la première remarque que je fais. La deuxième truc, sur les pauvres, je ne sais pas qui sont les pauvres, mais enfin en général, je dirais un truc, ça commence souvent par des gens qui n'ont pas beaucoup de pognon, quoi. Ça commence, hein, on pourrait dire, c'est une des premières trucs. Alors des fois, comme ils ne sont pas très malins, ils n'ont pas non plus de maison. Ça arrive. Et puis, ils ont souvent besoin des difficultés à trouver un emploi. On pourrait caricaturer un peu comme ça la pauvreté, mais en gros, aujourd'hui, sur le territoire national, c'est 9 millions à peu près de personnes qui vivent sous le seuil mondial de pauvreté. Alors, c'est un calcul technique qui fait qu'on est à 60% en dessous du salaire médian, je crois, c'est ça, quand vous êtes des revenus. Voilà. Donc, ça correspond à 9 millions de personnes. Ça veut dire, moi, je prends l'exemple pour qu'on se donne un peu la dimension. C'est plus d'habitants en pauvreté dans notre pays que d'habitants dans la deuxième région de France, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez, avec un certain président à sa tête qui trouve que tout ça coûte trop cher. Ben je dis, si vous voulez imaginer ce que c'est que la pauvreté en France, vous imaginez que vous habitez dans cette région, c'est celle dont je viens, et que du matin au soir, pendant 365 jours sur 365, vous rencontrez que des gens qui vivent sous le seuil mondial de pauvreté, et vous avez déjà une idée de l'ampleur de la chose. Après, je pense qu'on y reviendra, mais il faudra dire qu'il y a des pauvretés et non pas une pauvreté. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, de plus en plus important à dire, parce qu'il va falloir qu'on trouve, quand on va parler des solutions de la dentelle. Et si on faisait un portrait, alors là, pour le coup, le portrait type de la personne qui est la plus enclin à être dans la grande pauvreté en France, eh ben, c'est une femme seule qui a en général un faible niveau de formation initiale, qui élève seule ses enfants, en général,
qui donc survit avec des petits boulots ou quelques aides par-ci par-là. Et si vous rajoutez qu'elle est d'origine d'un pays africain subsaharien, vous avez à peu près l'image de ce qui est presque, je dirais, le schéma classique. Portrait type. Le portrait type. Mais on va voir au cours de cette soirée que 9 millions de pauvres en France, ça veut dire qu'ils sont partout. Vous les avez parmi vous, à côté, vos voisins, de plus en plus maintenant de personnes âgées, beaucoup de jeunes. C'est là les deux parts de la population où ça explose le plus. Mais il n'y a pas d'endroit où la pauvreté dans ce pays ne frappe pas, et ne frappe de manière très violente. Juste pour finir cette petite introduction, on parlait de la dernière citation, je traverse la rue et je vous trouve un travail. Il y a un dessin humoristique qui circule sur les réseaux, je vous conseille de le reprendre, puisque c'est un type qui dit j'ai traversé la rue, j'ai pas trouvé de travail, j'ai retraversé et il n'y avait plus de chômage. Puisque c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera un mot aussi, parce qu'en fait, on va voir tout au long de cette soirée que non seulement c'est un mouvement de masse important qui irrigue toute la société française et qui est prégnant partout dans toutes nos villes, urbaines, campagnes, banlieues, ce que vous voulez, mais en plus c'est un phénomène qui s'accroît, et c'est un phénomène où des décisions politiques sont prises aujourd'hui qui vont à l'encontre de la lutte contre la pauvreté. On aura effectivement l'occasion de revenir sur les solutions, les mesures prises sur cette question. Les pauvres sont partout, vous dites, Monsieur Pouzol. Marie Loison-Lerust, vous avez travaillé vraiment au contact de et vous travaillez toujours au contact de cette population, et notamment sur cette population et également ce que vous appelez les voisins de ces populations. Je voudrais que vous reveniez sur votre travail, qui était un travail de thèse au départ, et qui a donné naissance à votre ouvrage, sur ces populations et sur la façon dont elles sont perçues, puisque c'est le thème de notre soirée. Ouais. Merci. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve très bien aussi, en effet, que le débat soit signé. Et donc, je suis ravie d'être là. Je veux juste souligner que je trouve très, très important que vous ayez dit que, pour rebondir avant de répondre à votre question, puisque c'est un débat, et que je vais essayer de pas trop être trop longue, mais rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que, en effet, je vous remercie de dire que la figure typique aujourd'hui, c'est quand même une femme seule avec ses enfants et qui a un travail précaire. Parce que en fait, la figure un peu typique du pauvre, c'est souvent une figure masculine. On a toujours tendance à penser que le SDF, on voit l'image du clochard, d'un homme un peu poivreau sur son trottoir avec son chien. Et le pauvre, c'est pas la pauvre. Or, aujourd'hui, les familles monoparentales, et quand on dit famille monoparentale, c'est en fait des femmes avec des enfants, et pas très peu souvent des hommes seuls avec des enfants. Donc, les femmes et les familles monoparentales, ce sont ces catégories-là, si on peut dire, qui sont touchées par la pauvreté, par la grande pauvreté. Donc, moi, je travaille depuis un peu plus de 15 ans maintenant auprès de personnes en grande précarité, ce qu'on appelle la grande précarité. Bon, je ne suis pas sûre qu'il y en ait une petite, mais en tout cas auprès des personnes qui sont sans domicile. Donc pas forcément les personnes qui n'ont pas de toit, mais aussi les personnes qui sont hébergées dans des structures d'aide. Et ce qui m'a intéressée, c'est non pas au départ de mes recherches de regarder seulement comment elles vivent, qui elles sont, etc., mais aussi de voir comment elles sont perçues. Parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui m'a un peu choquée aussi au départ, en tant que citoyenne, de constater qu'il y avait à la fois des formes d'aide très importantes, des formes de compassion, d'hospitalité dans nos villes, mais aussi des formes de répression et de rejet très importantes également. Et donc j'ai voulu, dans ma thèse, essayer de comprendre ça. Et donc je me suis intéressée à une population un peu particulière, qui est celle du voisinage de ces structures d'accueil pour sans domicile. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Ça paraît peut-être un peu bizarre d'aller interroger ces voisins des SDF. En fait, au début, j'ai voulu aller interroger les gens comme ça dans la rue
pour savoir ce qu'ils pensaient de la pauvreté. Quelles étaient leurs attitudes aussi. Par exemple, est-ce qu'ils donnaient aux mendiants dans les transports en commun ou dans la rue bon. Et je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué finalement d'aller interroger les gens comme ça, parce qu'on ne réfléchit pas forcément à la manière dont on agit comme ça, à brûle-pourpoint. On n'est pas forcément en mesure de donner une explication aux sociologues à la sociologue un peu pénible que je suis à poser des questions. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une bonne excuse, une excuse sociologique pour aller interroger des personnes ordinaires, enfin habitant dans des logements, avec domicile fixe, sur cette question de la pauvreté. Et donc je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était d'aller rencontrer des gens qui étaient confrontés tout le temps à cette population. Et quoi de mieux que les voisins de ceux qui sont cette figure un peu typique, un peu archétypique même, de la pauvreté que sont les sans-domicile. Donc j'ai été interroger ces voisins des SDF en prenant comme excuse, voilà, il y a une structure en face de chez vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croisez quotidiennement des personnes qui viennent parce qu'elles sont hébergées ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment se passe cette cohabitation entre vous? Et qu'est-ce que vous pensez des aides sociales, de la pauvreté en général? Et donc ça a plutôt bien marché comme stratégie. Là, les gens avaient des choses à me raconter. Et donc ça m'a permis d'essayer de mieux comprendre, voilà, de cerner un peu cette figure du pauvre, et puis d'essayer de mieux comprendre aussi donc, les attitudes de ses voisins. Je ne sais pas si je Tout à fait. dans Non. Et qu'est-ce que ça nous dit de ces attitudes? Relance. On allait y venir. Et ben donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit en fait que dans la société et de façon un peu individuelle, je pense que ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir vous dire, enfin j'espère en tout cas que ça vous concerne aussi, c'est qu'on a tous finalement un certain malaise et une certaine ambiguïté face à la pauvreté. Donc à certains moments, on va être plus touché qu'à d'autres moments. Je pense par exemple à Noël. À Noël, souvent, on est quand même plus touché par les pauvres, par la pauvreté, par je sais pas, un reportage qu'on va voir à la télévision sur les enfants pauvres, le clochard du coin dont je parlais tout à l'heure et à qui on va donner une petite pièce, Evelyne Delia à la météo qui nous dit qu'il faut appeler le 115 parce qu'il fait très froid et donc qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans la rue. Voilà, donc dans les périodes, comme à certaines périodes, en hiver plutôt qu'en été, mais aussi à certaines périodes de notre propre trajectoire de vie. Je repense à mes riverains, là, les riverains auprès desquels j'ai enquêté. Ceux qui sont propriétaires, ils agissent évidemment pas du tout de la même manière que ceux qui sont locataires, par exemple étudiants, et qui avaient une petite chambre de bonne en face d'une structure d'aide. Par rapport à la mère de famille qui, elle, était propriétaire de son logement, qui emmenait tous les matins ses enfants à l'école et qui voyait pisser les clochards à l'entrée de son immeuble. Vous voyez que, évidemment, dans une trajectoire de vie, on n'est pas du tout sensible à ces populations de la même manière. Donc ça dépend du contexte, ça dépend aussi des caractéristiques même des personnes qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que peut-être qu'on va être, pour certains, touché par un petit papy qui est sur son banc parce qu'il va nous rappeler quelqu'un qu'on a connu, ou bien au contraire qu'on va être très touché par un étranger qui fait la manche dans le bus, dans le tram. Bon, voilà, en fonction des caractéristiques des personnes, on va être plus ou moins dans la compassion, plus ou moins dans l'hostilité. C'est sûr qu'un mendiant très agressif qui vient vous attraper par votre col de chemise quand vous partez le matin, c'est ni le bon moment et c'est pas très sympathique. Quelqu'un que vous avez l'habitude de croiser dans votre quartier, à qui vous pouvez apporter un petit sandwich de temps en temps, vous allez peut-être être plus dans la compassion. Donc il y a un certain nombre comme ça de caractéristiques qui font que individuellement, on est aussi, nous, en train d'osciller souvent entre compassion et une certaine hostilité, un certain rejet. La société, c'est pareil. Il y a eu au cours de l'histoire, et ça date pas d'hier, des attitudes de répression, des attitudes plutôt d'assistance, de charité, parfois les deux en même temps. Dans notre société, aujourd'hui, c'est encore le cas.
Il y a plein de structures d'aide, plein d'associations, souvent, qui ont une mission de délégation de l'État pour venir en aide à ces populations. Et puis, dans le même temps, quand on se promène dans la rue, j'imagine qu'à Nantes, c'est exactement la même chose que dans plein d'autres villes en France et en Europe et dans le monde. Eh bien, il y a des dispositifs de rejet, des dispositifs urbains notamment, du mobilier urbain, par exemple. Alors parfois, on trouve on a l'impression que c'est de l'art. Ça peut parfois être très esthétique, mais devant des magasins, devant des entrées d'immeubles, même dans les transports en commun, parfois on a juste des repose-fesses, c'est pas des bancs. On a des pics pour éviter de s'installer, ou des structures parfois qui peuvent sembler curieuses. Mais c'est la traduction matérielle de ces idées reçues, de ce rejet qu'on a. Et puis il y a plein d'autres choses. Je vous passe le mal odor, les produits nauséabonds qui sont mis dans certains endroits pour éviter qu'on s'y installe, les douches au-dessus des parkings, les arrêtés anti-mendicité, bien sûr, dont vous avez sans doute entendu parler. Voilà. Donc il y a plein d'attitudes coercitives à l'égard des plus précaires. Là, je vous parle des plus précaires, mais il y a plein d'autres dispositifs dans notre société. On pourrait parler des politiques d'activation aussi, qui sont liées au RSA, par exemple, et qui obligent, contraignent très fortement et entraînent parfois des formes de non-recours aux droits. Donc il y a énormément de choses qui vont contre les pauvres, même s'il y a aussi, heureusement, beaucoup de choses pour les aider. Merci. Jean-Christophe Sarraud, on voit que les idées reçues naissent aussi en fonction de la situation de chacun. Alors, ces idées reçues sont dans les airs, elles peuvent apparaître, mais pourquoi est-ce qu'elles perdurent autant? Pourquoi est-ce qu'elles sont si présentes? Je donnais quelques chiffres en introduction. Pourquoi ces idées reçues, est-ce qu'elles ne sont pas balayées tout simplement avec des faits? Alors d'abord, bonsoir à tous, et puis merci beaucoup d'être là si nombreux et si ponctuels. J'ai jamais vu une salle si ponctuelle. Et donc je pense que parmi vous, il y a aussi des personnes qui sont dans la précarité ou dans une situation de chômage, et j'espère qu'elles trouveront vraiment la possibilité de prendre la parole dans l'échange. Avant de répondre à la question, je voudrais donner une petite précision sur qu'est-ce que ça veut dire quand on vit dans la pauvreté. À ATD Quart Monde, donc notre association, elle a 3 objectifs, c'est de vivre et d'agir avec les personnes, de réfléchir avec les personnes en grande précarité dans tous les domaines de la vie pour savoir comment la vie peut changer. Deuxièmement, de porter ça au niveau politique, parce que les lois sont faites sans la réflexion des personnes en précarité et dans la pauvreté, donc parfois il faut en créer des nouvelles ou en modifier. Et troisièmement, les lois ne sont pas mises en œuvre si le regard de chacun, des professionnels, des citoyens, des élus, ne change pas. Donc il faut aussi changer nos regards sur la pauvreté et les personnes qui vivent ces situations, et c'est notre sujet de ce soir. Et donc à ATD Quart Monde, les gens nous disent souvent, la pauvreté, c'est à la fois dans les poches et dans la tête. Ça veut dire que la grande pauvreté, sa caractéristique, c'est que ça coupe, ça isole, ça coupe du lien social et ça coupe des relations avec les autres, que ce soit ses voisins, ses proches, même dans une famille, on ne sait pas toujours qu'on a un parent proche qui peut être au RSA, parce qu'il va trouver tout un tas de stratégies pour... peut-être Michel pourra en témoigner. Vous pourrez nous en parler tout à l'heure, oui, Michel. Donc les gens, ils nous disent ça, c'est vraiment... c'est beaucoup dans ce dont on souffre le plus, souvent, nous disent les gens, c'est le mépris dont on est l'objet, on a l'impression d'être des invisibles. Où les gens sont indifférents, et ce regard-là, il est humiliant quand il touche des parents devant leurs enfants ou des enfants devant leurs parents, et il atteint profondément, on en reparlera. Et les gens nous disent, tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas le comprendre. Alors nous on dit, tant qu'on n'a pas vécu ça, ou alors tant qu'on n'est pas rentré dans une vraie relation dans la durée avec des personnes qui l'ont vécu. Et un dernier chiffre, là on a parlé du taux de pauvreté, mais c'est calculé qu'à partir des revenus. Mais le problème en France depuis 30 ans, c'est qu'on a ce qu'on appelle les dépenses contraintes qui ne cessent d'augmenter, c'est-à-dire tout ce qui part par prélèvement avant le 10 du mois, les loyers, les assurances, les abonnements, etc. Et si on calcule le taux de pauvreté à partir de ce qui reste en revenus une fois que ces dépenses contraintes sont payées,
eh ben, on est à un taux de pauvreté en France de 25%. Et le quart des plus pauvres, en fait, il leur reste 5 € par jour pour faire face aux dépenses d'alimentation, d'habillement, de loisirs et aux imprévus de la journée. Et s'il y a la voiture à réparer, eh ben, c'est la cata et ça plonge dans des situations encore plus graves. Ces idées reçues, Jean-Christophe, on parlait, voilà, on pourrait s'attendre à la compassion dont vous parliez tout à l'heure, Marie. Au contraire, ça suscite du rejet. Et je vais vous poser la question tout à l'heure. Pourquoi, voilà, est-ce que ça perdure? Pourquoi est-ce que ces idées reçues, alors on peut en citer quelques-unes. Les chômeurs ne veulent pas travailler, ils peuvent gagner plus avec les aides sociales qu'en travaillant. Les parents, quand ils sont dans la précarité, ils ne savent pas élever leurs enfants. Les enfants de milieu pauvre, ils sont incapables de réussir à l'école. Ça touche tous les domaines de la vie. Et il y a aussi tout un discours qui dit que contre la pauvreté, on a tout essayé et qu'on ne peut pas faire mieux, que chaque personne doit compter sur elle-même pour s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas vrai. C'est qu'on ne peut s'en sortir qu'ensemble et que ça peut vraiment être différent. On parlera de choses... la campagne qu'on a faite contre ces préjugés, c'est vraiment pour dire, bon, essayons de nous regarder autrement, d'entrer en relation les uns avec les autres, parce que si on oublie ces préjugés et si vraiment on arrive à réfléchir et agir ensemble, eh ben, on peut créer de l'emploi, on peut faire que on ait un meilleur accès aux soins, que tous les enfants réussissent mieux à l'école, etc. Et ces idées reçues, donc, elles circulent autant parce qu'il y a ce mur d'incompréhension et d'ignorance, et on est des êtres humains qui avons un réflexe de méfiance et peut-être de peur par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut un effort pour comprendre. Il faut aller... Alors, cet effort, il peut être intellectuel en lisant le bouquin, mais ça ne suffit pas. Il faut aller vers les personnes et puis essayer de réfléchir et d'agir ensemble. Et ça, nous, on le constate dans nos associations, dans nos quartiers. Quand on se met à rencontrer, on a moins peur, il y a des préjugés qui tombent. Mais ces préjugés, ils sont renforcés par tous les discours qu'on entend toute la journée. Et ces discours-là, ils sont parfois conçus pour justement avoir le plus de diffusion possible. Et parfois aussi par rapport à une conjoncture politique. Et là, on est en train l'État veut absolument reprendre la main sur l'assurance chômage pour réduire... C'est un système qui marchait bien jusqu'à présent. Donc, comme par hasard, on voit des sondages qui... Alors, les sondages, il faut faire attention. Il faut se fier aux sondages des instituts publics comme le Crédoc ou d'autres. Mais là, certains journaux font paraître des sondages qui montrent que les Français sont d'accord qu'il faut renforcer le contrôle des chômeurs. Sans doute, il y en a qui touchent trop d'allocations chômage, etc. Donc ces discours, on a une ministre de l'Emploi, Muriel Pénicaud, qui ne cesse de dire qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, que les entreprises n'arrivent pas à recruter. C'est un mensonge mortifère quand on est au chômage depuis 4, 5 ou 6 ans, qu'on a envoyé des centaines de CV. On est en pénurie d'emploi. Il faut créer de l'emploi et c'est possible. Mais simplement, ce n'est pas le choix des politiques. Ça ne l'a jamais été depuis 30 ans, 40 ans. Les politiques, les médias, qui est responsable de la diffusion de ces idées reçues. On aura l'occasion d'en reparler. Michel Pouzol, vous, ces préjugés dont parle Jean-Christophe Sarraut, on peut dire que vous avez pris de plein fouet, vous avez vraiment vécu vous-même. J'aimerais que vous veniez pas sur vraiment, votre parcours. Pas vraiment les préjugés, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est important qu'on comprenne la réalité du monde dans lequel on vit. Et je vais partir de l'exemple de l'assurance chômage qui occupe l'actualité et où vous allez entendre tous les jours beaucoup de choses et vous allez voir que vous n'entendez que beaucoup de choses fausses. Il y a une idée fausse qui circule, qui laisserait à penser que les chômeurs gagnent plus en étant au chômage qu'en travaillant. Ça concerne exactement 15 000 chômeurs, cadres sup, en France, sur 4 millions de chômeurs. Cette information-là est plus diffusée que l'information qui dit que sur les 4 millions de chômeurs, la moitié ne sont pas indemnisés. Vous voyez la manière dont la rhétorique se construit. Et la faute à qui ?
Mais la faute à ceux qui nous font passer cette idée-là, les politiques et notamment la majorité du gouvernement. Mais je reviendrai sur les majorités précédentes parce qu'on a aussi tous nos parts de responsabilité et moi j'assume les miennes en tant que... Puisque moi j'ai eu la chance d'être des deux côtés de la barrière. Mais première chose, mais les médias, vous entendez à longueur de journée ce genre de choses. Pas un journaliste digne de ce nom aujourd'hui ne relève la chose sur aucune radio, aucune télé. Vous n'entendrez un journaliste faire cette remarque-là. Vous n'entendrez pas un journaliste répondre à quelqu'un qui lui dit « On gagne presque autant en étant avec des minima sociaux qu'en travaillant. » C'est devenu une idée réelle. Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux. À Télécarmo, on a fait des études là-dessus, très précises. Et moi, je peux vous dire, j'ai vécu au RMI avec 650 € par mois, avec ma femme qui était enceinte et mes 2 mômes. C'est 2 enfants. Après, j'ai vécu au SMIC. Et après, j'ai vécu député avec 5000 et quelques euros par mois. Ben, je vais vous faire une grande révélation. C'est vachement plus facile quand on a 5000 € par mois de vivre. Hein. Alors en plus, moi, je vais vous faire un peu d'ironie, c'était avec vos impôts en plus. Donc franchement, c'était tout bénef. Alors, je fais un peu de... Mais c'est une réalité. Il n'y a rien à voir. Quand on parle des fins de mois, quand vous êtes au RMI, c'est pas le 20 dont on parle, c'est pas le 25, c'est le 5. Parce que le 4, vous avez touché vos allocations. Et que le 5, vous êtes à découvert. Et à partir du 20, vous cherchez des pièces jaunes pour finir le mois, c'est-à-dire pour acheter du pain. C'est ça la réalité d'une famille au RMI, réellement dans ce pays. Quand les gens vous disent qu'ils ne veulent pas s'en sortir, mais bien sûr qu'ils veulent s'en sortir. Personne ne peut souhaiter continuer à vivre comme ça, à survivre comme ça. C'est une bataille permanente. Quand vous êtes dans cette grande précarité, vous passez votre vie à résoudre des problèmes qui ne sont pas des problèmes pour la majorité de la population. Je vais vous raconter une anecdote que je raconte souvent et qui me fait toujours aussi mal que le jour où je l'ai vécue. On était dans ce petit cabanon qui avait 20 mètres carrés, je ne vous raconte pas l'histoire. Elle est partout. Vous habitiez, donc avec on votre famille. on s'était réfugiés là. Confort très précaire, peu d'isolation. C'était à la fois moitié Algeco, moitié... Bon. On avait un seul petit radiateur qui chauffait les 2 petites chambres qu'il y avait. Et en moitié, il a claqué le radiateur. Le matin, quand on s'est réveillé, il faisait 5 degrés à l'intérieur de la cabane. 5 degrés, sachez-le, c'est la température intérieure de votre réfrigérateur. Alors effectivement, quand vous vous levez, vous avez les idées fraîches. Sauf que moi, mes enfants ne voulaient pas se lever parce qu'ils avaient trop froid. La couette de mon fils, elle était prise par la glace dans la fenêtre. Moi, je les ai levés de force en me disant, ils vont crever ici, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais le drame, c'est que j'avais plus le radiateur. Et aucune idée de comment j'allais pouvoir trouver une solution. Le soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, un rappel de cave, je ne sais pas, quelqu'un qui nous a aidés. On avait retrouvé un radiateur et ça a duré une nuit. Mais là où j'ai pris une claque dans la figure, c'est l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai eu besoin d'aller acheter un radiateur. Alors j'ai fait comme ce que font tous les gens. Je suis allé au supermarché du coin, au rayon des radiateurs. Et là, j'ai fait une découverte. C'est que le radiateur dont j'avais besoin, qui était une question de vie ou de mort pour mes enfants et moi-même, ça coûtait 25 €, à peu près. À partir de 25 €, on en trouvait un. Et là, je me suis dit, merde, j'avais même pas 25 € pour un truc vital. On ne parle pas de quelque chose pour se faire plaisir. C'est ça, la réalité que vivent ces personnes dont on a parlé, ces 9 millions de personnes. Et chaque histoire est une histoire individuelle. Chaque histoire est une bataille. Chaque événement de la vie est un Everest à franchir. C'est un boulot à temps plein d'être pauvre dans ce pays. C'est ça que moi j'essaie de faire passer comme message. C'est d'une violence infinie, insoutenable, permanente, du matin jusqu'au soir, et ça recommence le lendemain. Et on voudrait que les gens qui vivent comme ça, qui se battent comme des chiens pour leurs enfants, pour leur survivre, etc., soient plus vertueux ou plus forts que ceux qui ne tiendraient pas à 3 semaines, mais qui, eux, donnent des ordres et donnent des leçons. Et donnent à voir aux gens en disant « vous ne voulez pas vous en sortir ». Mais bien sûr qu'on veut s'en sortir. Sauf que certains jours, on se dit que la meilleure porte pour s'en sortir, c'est encore d'aller se jeter dans le lac qui est à côté. Parce qu'il n'y a pas de solution. Parce que le travail, il ne suffit pas de traverser la rue. Moi, j'ai fait tous les boulots de la terre quand j'étais au RMI. Je connais toute la grande distribution.
Il n'y a pas une zone industrielle, y compris ici, où je ne suis pas venu travailler au moins une journée. Je faisais ça, mais on n'imagine même pas ce que c'est. Quelles sont les conditions d'accès au travail, des emplois précaires, de ce qu'on disait, et de ces femmes. La grande distribution, les centres commerciaux, c'est le nouveau sous-prolétariat. Avec des exploitations massives, des contrats incroyables. Moi, les gens ils me disent, mais j'ai jamais demandé combien c'était payé. J'ai jamais demandé si je travaillais le soir, la nuit ou le dimanche. Parce que c'était pas ça la discussion. C'était de savoir si on allait me prendre, parce que j'allais pouvoir faire bouffer mes mômes, ou si on n'allait pas me prendre, le reste, ça n'avait aucun intérêt. C'est ça la réalité du pays dans lequel on vit. Et quand j'entends donc ces messages, ce pognon de dingue, je vous avoue que je suis toujours extrêmement en colère. Extrêmement en colère. Le quotidien, imaginez-vous ça. Imaginez-vous ce quotidien-là. Et que vous essayez quand même d'envoyer vos enfants à l'école, de leur donner une chance. Vous savez, moi, je vais mettre un peu d'espoir là-dedans. Dans ce cabanon de merde, de toute ma vie, c'est le chemin qui m'a amené à ma fille. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Ma femme avait 2 enfants. Quand je l'ai connue, on s'est retrouvés dans cette situation-là. Et donc ma fille, elle est née dans ce cabanon. Elle a né les premiers mois de sa vie, elle les a passés là-dedans. Quand les associations sont venues nous voir, ils ont dit on ne peut pas laisser une famille comme ça, quoi. On ne peut pas laisser cette petite fille-là. Ben moi, ma fille, cette semaine, elle a 16 ans, elle a 2 ans d'avance, et est en train de passer son bac. Ça, ce que je veux dire, je sais que je suis une idée fausse de la pauvreté, parce que moi je suis le bon pauvre, celui qui s'en est sorti, mais je vous dirai comment après. Parce que ça aussi, il faut taper sur les mensonges. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que chacun des individus qu'on a autour de nous a une valeur intrinsèque en tant qu'individu, a une potentialité. Et que les conditions économiques, que la politique, que la pauvreté empêchent ces potentiels-là de s'exprimer, c'est une perte de richesse pour l'ensemble de la société. C'est une perte de richesse pour nous tous. Et pour eux, c'est en plus une douleur. Donc c'est complètement idiot de ne pas s'attaquer à ce problème-là, parce qu'on a tous à y gagner, et ça ne coupe pas un pognon de dingue. À l'arrivée, ça rapportera un pognon de dingue. Et je termine par cette phrase-là, je voulais juste vous le dire. Moi, quand j'étais complètement abattu dans mon cabanon, où je ne croyais plus en rien, où je pensais que je m'en sortirais jamais, où je me disais que j'avais tout raté, que j'avais foutu ma femme et ses enfants dans cette condition-là, que j'allais être papa, c'était un truc de délirant. J'étais déjà papa avec ces 2-là, mais j'allais être encore plus. Ben, j'étais pas ni plus intelligent ni moins intelligent que quand j'étais à l'Assemblée nationale quelques années plus tard, par un revers de ma propre histoire, et où je discutais de la réforme constitutionnelle, du droit à l'asile, du mariage pour tous, des territoires zéro chômeur ou de la prime d'activité. J'étais ni plus malin, ni moins malin, ni plus intelligent, ni moins intelligent. J'étais pas au même moment de ma vie, mais j'étais la même personne. Et encore ce soir, eh bien, il y a beaucoup de gens pour qui ce sera beaucoup plus difficile. On est dans un pays, sachez-le aussi, où l'OCDE explique qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. 6 générations. Donc, bien sûr, c'est un vrai travail à faire. Mais c'est une perte de richesse humaine, intellectuelle, ce que vous voulez, culturelle, incroyable que de laisser les gens au bord de la route. Et on est tous responsables de ça. À nous de faire aussi le poids sur nos politiques pour qu'ils en aient conscience du matin au soir. Et je sais, quand on est aux affaires, pour travailler dans une mairie, qu'on voit les cas du matin au soir extrêmement difficiles et on n'a pas la solution. Mais il faut faire une pression terrible, il faut être en colère en permanence parce que c'est pas possible. Michel Pouzin, merci pour votre témoignage. Vous avez utilisé un mot tout de suite, c'est « j'étais un bon pauvre ». On voit que vous êtes un pauvre, vous travaillez, vous n'arrêtez pas de travailler, il n'y a pas de rapport, on comprend à vous entendre qu'il n'y a pas de rapport entre le fait de travailler et d'être en situation de précarité. Il y a des bons pauvres, des mauvais pauvres. Je voudrais juste préciser, j'étais un bon pauvre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on me présente, je suis le bon pauvre, je suis le mec qui s'en est sorti, vous voyez, c'est le mec... Donc ça veut bien dire que si les autres s'en sortent pas, c'est qu'ils veulent pas. Puisque moi, je m'en suis sorti. Donc c'est bien la preuve. C'est complètement bidon, hein. C'est totalement faux.
Moi, je m'en suis pas sorti parce que j'étais plus malin. Je m'en suis sorti parce qu'il y avait des associations qui sont venues me voir, parce qu'il y avait des services publics qui sont venus me voir, parce qu'il y avait une maison des solidarités, parce qu'il y avait une assistante sociale qui, pendant 1 an, a pris le temps de nous écouter, de nous voir. Parce qu'il y a des dispositifs, quand même s'il faut qu'on en parle. Il y a la double peine de la pauvreté. C'est les dispositifs auxquels vous avez droit. Vous passez votre vie, l'autre partie de votre vie, quand vous ne cherchez pas les pièces jaunes, à passer d'un guichet à un autre. À chaque fois, commencez par expliquer votre belle histoire, parce qu'elle est formidable, votre histoire. Ah, bien sûr, vous arrivez pour dire j'ai tout foiré, j'ai plus rien, je suis dans la plus grande pauvreté, mes enfants n'ont pas de quoi à bouffer, aidez-moi. Et on vous envoie de guichets comme ça. Et donc vous passez votre vie à répéter la même jolie petite histoire. Super pour vous construire. C'est très fort pour arriver après chercher un boulot et se dire voilà, j'ai une valeur. Non, on n'a plus de valeur dans ces cas-là. Moi, j'étais intermittent du spectacle, juste avant la grande. Et la CAF, pour le RMI, me demandait un contrat à durée déterminée. Indéterminé. Bon. Alors, je leur répondis, excusez-moi, mais ça n'existe pas, je suis intermittent du spectacle. Ah oui, d'accord, on vous rappelle. 1 mois après, une autre personne, toujours aussi charmante, mais pas la même, me disait « Monsieur Pouzol, nous n'avons toujours pas reçu votre contrat à durée indéterminée. » Mais oui, mais je suis intermittent du spectacle, donc ça n'existe pas. Ah oui, d'accord, ok, on le note et puis on vous contacte. Entre-temps, vous ne touchez rien, hein, bien entendu. 3 mois. Troisième personne. Je me suis retrouvé un jour devant le guichet de la CAF avec une dame qui m'a dit, très charmante, gentille, elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle m'a dit... oui, mais on n'a toujours pas votre contrat à durée indéterminée, monsieur Pouzol. Je dis, mais ça n'existe pas. Dans mes professions, ça n'existe pas. C'est juste... Et je me suis effondré en sanglots, comme un homme. Et il y a un type qui est venu, qui a dit, oula, monsieur Pouzol, faites-moi vos papiers. Et j'avais une chance incroyable. J'avais fait un petit contrat dans un supermarché, un hypermarché, d'une demi-journée. Mais c'était mon dernier contrat, mon dernier bulletin de salaire. Donc ça, c'était un contrat comme eux, ils voulaient. Le type, il m'a dit, je vais vous débrouiller l'affaire et vous inquiétez pas. Et il m'a débrouillé. Et j'ai eu finalement le RMI. Mais quand à 40 ans, vous rentrez dans votre cabanon et que vous êtes en train de vous dire, attends, qu'est-ce que tu viens de faire là ? À 40 ans, quand les gens sont au plein potentiel de leur vie, tu viens de pleurer devant un guichet de la CAF pour devenir RMiste. Le dernier échelon avant la rue, je dirais quasiment. Comment on peut juger quelqu'un qui en est là et qui doit affronter cette violence-là ? Le réflexe naturel qu'on devrait avoir dans cette société, c'est de tendre la main, c'est de l'épauler. C'est de lui dire à mon gars, je sais pas ce que je peux faire pour toi, mais fais quelque chose. Viens prendre un café, quoi, un peu de chaleur, un peu. Voilà. C'est ça, je permets d'insister là-dessus, parce que ça, c'est la réalité quotidienne, et on est très loin du confort des gens qui vivent dans leur canapé, en regardant la télé ou en jouant à des jeux vidéo, et en attendant que leur allocation passe, parce que ça, c'est faux. Ça, c'est une image qui n'existe pas. Il y en a peut-être 1%, mais quelque part, mais ça n'existe pas. Marie Loison-Lerust, on écoute le témoignage de Michel Pouzol. On voit que c'est des efforts incroyables pour faire reconnaître sa situation. C'est ce qu'on appelle le non. C'est ce qui amène certaines personnes à ne pas faire valoir leurs droits. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Alors, vous travaillez sur ce thème. Est-ce que c'est fréquent ? Qui est-ce qui est concerné par ces situations de non-recours aujourd'hui ? Alors, moi, je ne travaille pas spécifiquement sur le non-recours, mais j'observe le non-recours dans les travaux que je mène, évidemment. Mais en fait, c'est intéressant d'entendre votre témoignage parce que à la fois, il est évidemment personnel, très subjectif, et en même temps, c'est l'histoire de plein de gens, en fait. Alors, plein et pas plein. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idée fausse sur la pauvreté qui, moi, m'agace beaucoup. Je pense qu'il faut aussi arrêter de dire que ça peut arriver à tout le monde, hein, parce que alors ça, on l'entend aussi beaucoup dans les médias. Hein, alors il y a, je sais plus, 50% des Français depuis les 30 dernières années qui pensent que demain ils pourraient se retrouver sans domicile. C'est un phénomène qui monte, oui, on le voit dans les sondages. C'est cette inquiétude, cette appréhension d'une partie de la population c'est une des statistiques la plus à tomber. stable dans le temps, depuis 30 ans. Et c'est très contradictoire avec le fait qu'on accuse les gens d'être responsables de leur situation. Tout à fait, en plus. Mais en fait, il faut savoir... Alors moi, j'ai tendance à dire,
pour pas dire non, c'est pas vrai. Parce que souvent, les gens n'aiment pas trop quand on leur dit qu'ils ont tort. Hein. Mais dire ça peut arriver à tout le monde, oui, mais pas avec la même probabilité quand même. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la petite subtilité du chercheur qui cherche la petite bête et qui dit oui, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, oui, ça peut arriver à tout le monde. Il peut arriver qu'un avocat, un médecin se retrouve d'un coup clochard dans une rue de Nantes. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup quand même. Voilà. Et quand on dit que la pauvreté, elle se reproduit de génération en génération, moi, je peux vous raconter aussi les histoires que me racontent les femmes en ce moment avec lesquelles je fais des entretiens. Et du coup, ça fera écho aussi à votre propre témoignage. C'est-à-dire que moi, le plus souvent, il y a un moment dans l'entretien où quand même, je me dis, mais comment cette dame peut être en face de moi en train de me raconter tout ça ? Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on a oublié à propos de ces femmes. Je suis désolée, je reviens beaucoup aux femmes parce que je travaille là-dessus en ce moment. Je fais beaucoup d'observations et d'entretiens dans une structure d'hébergement. D'ailleurs, c'est un lapsus révélateur, dans une structure de mise à l'abri. Parce que ça aussi, c'est des formes de violence, je pourrais en reparler. Donc ces dames, je fais des entretiens avec elles. Et en fait, les violences qu'elles ont subies dans leur trajectoire de vie, notamment dans leur trajectoire de migration, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en effet, d'origine subsaharienne, qui passent par la Libye, notamment, hein, et donc on sait ce qui se passe en Libye et un peu partout sur cette trajectoire migratoire pour venir jusque chez nous. Mais il y a aussi des femmes françaises, hein, et qui, elles aussi, ont eu des trajectoires de violence très importantes dans leur enfance. L'INSEE, il y a quelques années, avait montré que dans la population des sans-domicile, il y avait 20 fois plus de personnes qui avaient été placées dans l'enfance et qui avaient subi des formes de maltraitance dans l'enfance qu'en population générale. C'est toujours vrai. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait vous et moi. Enfin, moi, et je pense pour peut-être sans doute beaucoup dans cette salle et pour beaucoup de gens dans notre entourage aussi, il y a très peu de chances que moi, je sois un jour à la place des dames avec qui je fais des entretiens. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, c'est ça aussi, c'est ne pas avoir eu une éducation, enfin en tout cas des diplômes, ne pas avoir de liens sociaux. Donc ces liens, c'est ceux que vous pouvez avoir avec votre entourage, avec votre famille bien sûr, mais aussi avec votre famille plus élargie, pas seulement votre conjoint, vos enfants ou vos parents, mais aussi avec vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos nièces, vos cousins, etc. Mais c'est aussi votre réseau de solidarité autour de vous, vos amis, votre voisinage, les gens avec qui vous militez, vous êtes engagés, les copines d'école, etc. C'est aussi les liens que vous avez avec d'autres institutions, des liens, vous voyez, qui sont encore un petit peu plus éloignés, mais qui font que vous êtes aussi un citoyen. Et ça, c'est aussi la pauvreté, une forme de déni de citoyenneté quand on n'a plus accès aux droits. Et du coup, j'en viens à votre question. Ces trajectoires qui sont très difficiles, quotidiennes, oui, il y a des associations, oui, il y a des dispositifs, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces dispositifs, ils enferment aussi dans un cercle vicieux de l'assistance. Et que donc, c'est un peu facile après d'aller taper sur le dos des pauvres pour dire vous essayez pas vous en sortir. Mais on les aide pas non plus à s'en sortir. Pour vous donner un petit exemple très concret, les dames là avec qui je fais des entretiens et dont je vous parle, on les met à l'abri. Alors les mettre à l'abri, ça veut dire qu'on a ouvert des haltes à Paris. Hein, c'est la grande mode des femmes en ce moment. Depuis la fameuse nuit de la solidarité de Madame Hidalgo, on s'est rendu compte qu'il y avait 12% de femmes dans la rue. Bon, le 12%, moi j'ai un petit doute, mais enfin en tout cas il y en avait, et ça c'est vrai. Et il y en a de plus en plus, comme des enfants dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc on s'est dit, oulala mon Dieu, on ne peut pas laisser des femmes dans la rue. Donc on a ouvert 3 haltes pour femmes. C'est bien, on ne peut que se réjouir de ça. Au moins ces dames, elles sont mises à l'abri. Sauf qu'elles sont mises à l'abri, mais alors le dispositif, il dit, alors on n'est pas un centre d'hébergement, donc pas de lit. Donc ces dames, on leur dit, venez, on vous donne un petit truc, mais pas de repas, une petite collation. Et puis on leur propose des fauteuils, le jour, la nuit, des fauteuils. Des transats parfois. Vous avez déjà essayé de dormir sur un transat, vous ? Le transat, c'est pour les vacances, c'est pas pour dormir, c'est pas pour se reposer quand on vient de marcher pendant 3 jours dans la rue, qu'on a les pieds en sang, etc.
Bon. Et puis ensuite, on leur dit, bon alors, vous avez 4 jours. Après, vous devez repartir parce que c'est que à l'abri. Puis il y a 12% de femmes dans la rue, donc faut que ça tourne, quoi. Donc 4 jours pendant lesquels vous pouvez nous dire alors tous les besoins que vous avez, santé, social, tout ça. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en 4 jours, on peut résoudre les problématiques dont vous avez parlé, les problématiques de violence de ces femmes, les problématiques d'accès aux soins, de domiciliation pour pouvoir toucher des aides sociales, des problématiques gynéco, des problématiques qui sont aussi spécifiques aux femmes, parce que ça, on ne parle pas aussi des spécificités des femmes, d'être enceinte dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire de jamais avoir eu un suivi gynéco, par exemple, de ne pas avoir suffisamment de protection menstruelle pour pouvoir avoir une certaine hygiène dans la rue. Donc, je crois qu'on ne se rend pas toujours bien compte aussi que, certes, ces dispositifs, ils sont là et c'est bien, il faut qu'ils soient là. Mais il y a aussi parfois une vision de la pauvreté qui est tellement éloignée de ce que c'est concrètement qu'on crée des dispositifs qui enferment les gens et qui les aident absolument pas, mais au contraire les enfoncent encore plus. Merci. Vous parlez donc, vous faites bien la différence entre des solutions entre guillemets à très court terme et de véritables solutions pour sortir de la précarité. Avant de passer la parole au public, parce que je vois que l'heure tourne, Jean-Christophe, peut-être justement sur cette question de l'accompagnement social, c'est ce qui marche, c'est ce que vous faites au sein d'ATD Quart Monde du long terme. Alors, nous, on n'accompagne pas les personnes qui sont dans le chômage de longue durée ou dans la précarité. On va les voir en leur disant, vous êtes bien placés pour savoir ce qu'on pourrait faire, ce qui ne marche pas, ce que vous avez déjà tout essayé, qu'on ne va pas réessayer à nouveau avec vous. Et donc, on leur dit, vous êtes les premiers experts aussi pour savoir comment on peut sortir de toute cette précarité. Quelqu'un qui a 5 euros par membre de sa famille pour faire 2 repas par jour, il devient un expert de la gestion budgétaire. Et moi, je rêve du moment où, mais Michel Pouzol l'a peut-être fait, où il a dit à un collègue député, je te donne 5 euros, il y a combien de personnes chez toi? Ok, 4, tu as 20 euros, et on donne 20 euros à une personne qui est au RSA, puis le soir, on regarde lequel sait faire le meilleur repas. Et je pense que pour le député, peut-être il aura tout explosé dans son repas. Enfin, ça, c'est un préjugé sur les députés. Mais, ça marche dans les deux sens aussi, visiblement. Et peut-être, juste avant de partir dans un échange et des exemples concrets, revenir sur les conséquences de ces discours-là, parce que ça peut paraître des discours anodins. On baigne tellement dedans, par les médias, puis les discours politiques et les discussions de voisinage et familiales, qu'on ne mesure pas qu'il y a au moins 4 grands types de conséquences. Le premier, on l'a bien vu, c'est qu'en fait, les personnes qui sont victimes de ces préjugés, vous êtes des profiteurs, vous pourriez, si vraiment vous vouliez, vous pourriez trouver du boulot, vous en sortir. Les mauvais pauvres. Pardon ? Les mauvais pauvres. Oui, mais ça détruit l'intérieur de la personne. Et elle rentre dans le silence, elle rentre en elle-même. Et le témoignage qu'on vient d'avoir, c'est souvent parce que la personne, elle s'en est sortie. Elle a retrouvé une utilité, une place dans la société, etc. Et donc ça, c'est terrible parce que que ce soit les parents ou les enfants, en fait, ça détruit leur capacité. Et donc ça aide à la reproduction, à l'échec scolaire, par exemple, etc. Donc alors qu'on est dans une situation difficile, qu'on a besoin d'être au maximum de ses moyens et de ses capacités, on perd ça détruit de l'intérieur, c'est complètement invisible. Et donc, c'est ça. La première chose qu'il faut faire, c'est regonfler les personnes de l'intérieur. Deuxième type de conséquence, on l'a évoqué aussi, c'est le non-recours. Alors, c'est pas seulement parce qu'il y a des préjugés sur les chômeurs qui ne vont pas s'inscrire à Pôle emploi ou des préjugés sur les bénéficiaires du RSA qui ne vont pas demander le RSA. Il y a quand même 30% des personnes qui auraient droit au RSA qui ne le demandent pas. C'est aussi parce que c'est compliqué de faire un dossier au RSA. Je me rappelle aussi toujours comment Michel Pouzol a expliqué comment il avait fait son dossier de RMI. Les gens, on manque d'informations. Mais les non-recours, c'est une économie de 10 milliards chaque année pour l'État et il ne fait pas grand-chose pour faire savoir aux gens. Alors, allez sur le site mesaides.gouv.fr et dites aux gens qui sont dans la précarité vous rentrez vos revenus et ça vous dit si vous avez droit à la prime d'activité, à une aide au logement, tout ça.
Troisième type de conséquences très concrètes, c'est la discrimination. Discriminer, ça veut dire, pour une raison qui ne s'appuie pas sur des réalités, on va empêcher une personne d'avoir accès à un bien ou un service, un logement, un soin, un emploi. À TD Quart-Monde, on a fait un testing en 2013 qui montre que quand on a un marqueur de précarité dans son CV, par exemple, si vous dites que vous habitez dans un foyer ou que vous avez travaillé en entreprise d'insertion, le recruteur, il met le CV de côté dans 30% des cas. Parce qu'il se dit, cette personne va poser problème, alors que si ça se trouve, elle est encore plus motivée que les autres. Et puis elle va être encore plus motivée de tenir son poste. Là, on avait fait pour des postes de caissier en grande surface. Et cette discrimination, elle est illégale, hein, bien sûr. Elle est illégale, elle est très difficile à prouver. Nous, on n'arrive pas à faire remonter des cas parce que c'est très difficile. Mais elle entretient le cercle vicieux, en fait. On est en situation de précarité, on a plus de risques d'être écarté d'un emploi, d'un logement, de soins. Ça mine de l'intérieur les enfants qui vont pas bien réussir les apprentissages à l'école. Donc tout ça, pour sortir de ça, faut aller vers on s'en sort pas tout seul. On l'a entendu, il faut aller vers les associations de quartier. Et c'est très difficile, mais il y a autant d'efforts à faire pour les gens qui ne sont pas dans la précarité, pour comprendre ce que c'est, et puis aller vers les personnes en précarité, que pour les personnes en précarité, de se lever tous les matins, comme on l'a vu, d'aller recommencer des démarches sans arrêt, etc. Et le quatrième type de conséquence, c'est que tout ça, ça mène à l'impuissance, un grand sentiment d'impuissance politique et citoyenne. Là, la majorité des Français pensent que le problème la cause du chômage, c'est que les gens ne cherchent pas suffisamment d'emplois. Les Français ne sont pas conscients qu'en France, on ne crée plus d'emplois en dehors des grandes métropoles. Si vous franchissez un rayon de 60 km en dehors des métropoles, il n'y a plus de création nette d'emplois en France depuis des années. Et donc les politiques, ils surfent joyeusement sur ça. Les Français, on se sent tous impuissants face à tous ces discours, alors que c'est complètement faux. Si on réfléchit avec les gens, à TD Quart-Monde, on a créé le RMI, la CMU, c'est Territoire Zéro Chômeur. Il y a plein d'autres associations qui créent des choses, qui les expérimentent, et ça marche. Et donc, il faut reprendre espoir, et puis il faut dépasser ce sentiment d'impuissance qui naît de tous ces discours. On avait dit qu'on passait la parole au public qui est là aussi pour échanger avec vous. J'avais juste un petit exemple très concret de ce qu'on peut faire. Très brièvement, oui, s'il vous plaît. Parce que justement, l'impuissance, moi je pense qu'en fait, on a tous un rôle à jouer. Donc, il y a quelque chose de très simple, par exemple, qu'on peut faire. C'est éviter d'aller faire ses courses le dimanche ou éviter d'aller aux caisses automatiques. C'est un tout petit truc, mais en fait, quand vous n'allez pas faire vos courses le dimanche, vous encouragez pas à ce qui est des emplois de femmes qui sont obligées de faire garder leurs enfants par d'autres femmes. Tout ça très précaire. Je vais très vite. Et puis, les caisses automatiques, vous voyez, la Poste, moi, par exemple, ça m'énerve. Je voudrais envoyer mon colis avec quelqu'un en face de moi. Bon, voilà. Donc, je pense que si, en fait, chacun à notre place, on dit non, en fait, je vais plus faire mes courses le dimanche, je les fais dans la semaine, même si c'est un peu plus compliqué. Voilà. Pour moi aussi, c'est compliqué, mais j'essaye de pas le faire. Et si on fait tout ça, il y aura plus de travail le dimanche et il y aura un peu moins de précarité. Alors, les solutions à titre individuel, Michel, on va vous donner la parole tout à l'heure. Désolé, des solutions à titre individuel, des solutions collectives. Ah, mais c'est important pour en parler. Je voudrais en parler quand même. Sur le non-recours et sur le politique, il faut quand même dire les choses. C'est super important, sinon on ne comprend pas. Vous m'avez pris la parole. Non, mais ouais, je l'ai pris, mais parce que sinon, je pense qu'on ne comprend pas. Quand on dit qu'il y a que les pauvres restent dans la pauvreté, etc., c'est pas vrai. Le vrai problème de la pauvreté, c'est le non-recours au droit. Et je voulais prendre deux exemples, parce qu'il faut qu'on comprenne dans quel monde on est tous, pour vraiment trouver aussi des solutions. J'avais un ami qui galérait, qui fait de l'associatif. Il a un club de canoë-kayak. Et je voyais bien qu'il galérait, ce type-là. Je voyais bien un jour, je lui dis, mais tu vis comment ? Il me dit, je vis en faisant du travail au noir. Je dis, mais tu as demandé le RSA ? Il dit, mais non, ça va pas, moi je suis pas un assisté. Je me suis mis très en colère avec cet ami, je lui ai dit, ça veut dire que quand tu fais du travail au noir, tu voles la société, tu voles le mec qui travaille honnêtement, mais dans notre société, c'est devenu plus normal que de demander un droit de solidarité qu'on a créé ensemble.
On a inversé les valeurs. C'est le discours ambiant. On ne peut pas se laisser avoir par ce discours ambiant, parce que sinon on perd toutes les autres batailles. Donc le non-recours, c'est la complexité des choses. Moi, j'ai donné 5 dossiers un jour à des attachés ministériels qui étaient là très fiers d'eux, et je leur ai dit, voilà une demande de RSA, voilà une demande de logement social, voilà une demande d'inscription à la NPE, voilà une demande de CMU complémentaire, et voilà une autre demande, je ne sais plus ce que c'était, le 5e, logement peut-être, HLM. Et je leur ai dit, de surendettement, Le résultat. formidable. Et je leur ai dit, maintenant, vous allez essayer de les remplir en même temps. C'était avant les vacances de Noël. J'ai dit, vous allez apprendre 2 choses. 1, que les vacances de Noël sont beaucoup plus courtes que ce que vous aviez pensé. Et 2, que si un mec arrive à le faire, alors méfiez-vous de lui parce qu'il va prendre votre place, il est beaucoup plus fort que vous. Parce que c'est impossible, c'est fait pour ça. Et je voudrais, sur la responsabilité politique, prendre une anecdote que j'ai vécue moi, là, maintenant, en tant que député, pour qu'on comprenne aussi pourquoi les choses n'avancent pas au rythme où elles devraient avancer, et pourquoi elles pourraient avancer mieux. On travaillait à l'Assemblée sur un dispositif, donc la majorité de gauche, on a fait quelques trucs quand même, peut-être pas assez apparemment, il paraîtrait qu'on n'a pas fait assez, mais on a essayé en tout cas. Et il y avait un dispositif qui s'appelait le RSA d'activité. Alors le RSA SOC, c'est quand vous n'avez rien, c'est ce que je disais, c'est l'équivalent du RMI, etc. Et le RSA d'activité, c'est une somme qui vient compléter votre revenu si vous gagnez entre un SMIC et un SMIC,9 à peu près. Et ça va de 200 € par mois à 20 € à la fin. Bon. 70% des salariés qui y avaient droit ne le demandaient pas. 70%. Or, c'est une vraie nouveauté, c'est l'explosion des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, travailler ne nous assure plus un niveau de vie décent dans cette société. C'est quand même une grande nouveauté. Quand on leur demandait pourquoi, ils disaient « Oh ben, je ne suis pas l'assisté ». Premier truc, ça c'est les médias, un certain nombre de politiques. 2, c'est trop compliqué. Et 3, bon, ils ne savaient pas que ça existait. On a décidé, nous, de réformer ça. Et il y avait un monsieur qui s'appelait un député, un collègue, Siru, qui a beaucoup travaillé, qui a fini ministre de l'économie, qui est un type qui est très engagé sur les sujets de pauvreté. Très, très engagé. Vraiment. Qui a fait un boulot de dingue. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Michel, parce que je faisais partie des mêmes commissions sur le surendettement, la pauvreté, etc. Il me dit, Michel, putain, on a gagné, ça y est, on va mettre la prime d'activité en place. Donc c'est bien, tu vois, tout le monde va l'avoir. Je dis, bah c'est super. Il me dit, ouais, ça va coûter 5 milliards par an et tout. Et là, je l'arrête, je dis, attends, j'ai un petit problème, parce que là, je suis pas bon en maths, sinon j'aurais pas été surendetté. Mais 5 milliards par an, ça ne le comptiez pas. Ça coûte 10 milliards, la mesure, si tout le monde y a droit. Il m'a dit, très gêné, oui, mais tu comprends, Bercy a tranché, ça sera 5 milliards. C'est-à-dire qu'on mettait en place un dispositif pour ceux qui en ont le plus besoin, mais qu'on espérait déjà que la moitié de ceux qui avaient droit ne le demanderaient pas. Et quand je dis ça, je le dis politiquement, là, de manière un peu plus blessante, en tout cas pour moi et pour mes convictions, qui ai toujours été qui suis né, qui mourrai de gauche, quoi qu'il arrive, même si c'est plus à la mode. C'est un gouvernement de gauche qui faisait une économie sur les plus faibles. C'est intolérable. J'ai posé un amendement en demandant à ce que tous les salariés qui y avaient droit soient informés individuellement par les CAF qu'ils y avaient droit. Avis défavorable du gouvernement, et la majorité ne l'a pas voté. On m'a dit, t'inquiète pas Michel, ça sera sur le site internet de la CAF, ce qui m'a beaucoup rassuré. Voilà. Mais je vais finir cette histoire. Parce qu'elle a une suite dans le gouvernement actuel, et je termine là-dessus, mais c'est important de comprendre où on est, si on veut, y compris pour tous les dispositifs dont on va peut-être parler après. Quelques années plus tard, majorité ayant changé, au fait, quand Bercy avait tranché pour 50%, le ministre, il s'appelait Manuel, son nom m'échappe, enfin bref. C'est ceci et peut-être cela. Mais quelques années après, Gérard Darmanin, nouveau ministre de l'économie, ou des finances, ou du budget, ou je ne sais pas trop quoi, du Nord, arrive et dit, voilà, il y a des dispositifs qui ne fonctionnent pas. Par exemple, la prime d'activité. L'année dernière, elle coûtait 4 milliards. Cette année, on est monté à 6 milliards. Or, la situation s'améliore, ce que j'imagine vous avez pu voir à Saint-Herblain, Nantes, comme partout ailleurs. Hein, c'est le jour et la nuit, maintenant, tout va bien, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus rien. Bref, le mec, il dit ça. Et il dit, donc vous voyez bien que ça pose un problème. Ça ne fonctionne pas. Bien sûr, tant qu'on est à 6 milliards, ça veut dire simplement que de plus en plus de gens en ont besoin et savent que ça existe et la demandent. Mais tant qu'on n'est pas à 10 milliards, on n'est pas au taquet de cette affaire-là. Mais dans le programme de la pauvreté de ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De faire un truc que nous, on demande. Simplifier les choses. Qu'on ne fasse plus circuler ce que je vous disais tout à l'heure, le pauvre que j'étais de guichet en guichet,
Mais qu'en gros, il y a un guichet unique, il dépose son dossier, on lui fait tout le parcours, CMU, machin, etc., parce qu'il a à peu près droit à tout. Et comme ça, c'est simplifié. Sauf que, petit détail, ça se fait à enveloppe constante. Avec la mise au pot de ce gouvernement-là de 10 milliards sur le quinquennat. Alors, là, je suis sûr que vous allez comprendre le calcul. Comme rien que pour la prime d'activité, il manque 4 milliards par an. 4 fois 4, ça fait 16. Donc ça veut dire qu'on est en train de mettre un dispositif qui ne permet même pas d'assumer cet élément-là, la prime d'activité. Ça veut dire qu'effectivement, on n'aura peut-être plus de non-recours, ou en tout cas beaucoup moins. Mais ceux qui sont dans la précarité vont voir les aides qu'on leur donne diminuer par 2. Par 2. C'est-à-dire que les gens qui sont le plus dans la misère, on va leur taper dessus là-dessus. Voilà aussi pourquoi on n'avance pas et pourquoi il faut... Enfin, moi, je veux qu'on fasse cette pédagogie-là parce que c'est vraiment un truc incroyable. Vous avez évoqué la stratégie nationale contre la pauvreté qui a été dévoilée à l'automne dernier. On est un peu en retard pour prendre des questions, mais on va bien sûr les prendre. Une première question, j'avais vu tout là-haut. Bonsoir. Bonsoir. 2 petites choses, je serai très bref, mais avant, je voulais remercier ATD Quart Monde pour avoir inspiré le RMI et la CMU, dont j'ai bénéficié à une période de ma vie où c'était très difficile. Donc, je m'en suis sorti, mais je ne serais pas où je serais, je ne sais pas où j'en aurais été si je n'avais pas eu cette aide de solidarité nationale pendant la période la plus difficile de ma vie. Première chose que je voulais dire très rapidement, en dehors de ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on fasse entendre dans les médias une certaine version de la pauvreté. Il y a plein d'effets directement sur les pauvres, mais il y a aussi un effet dont on ne parle pas et qui est pourtant un effet majeur, c'est puisque l'opinion est tellement persuadée que les pauvres s'en sortiraient s'ils voulaient, ça fait que dans les urnes ressortent les idées de personnes qui le pensent. Et du coup, ça augmente encore, d'une part, le fait que dans les médias, ils vont répéter ça, et ça augmente encore le fait qu'il n'y ait pas d'aide de solidarité nationale pour aider les gens qui sont dans le besoin. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Non, ben, voilà, allez-y. La deuxième chose que je voulais dire, c'était à propos des... j'ai perdu le fil, je suis désolé. Entre-temps, j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ça vous reviendra peut-être. Peut-être que quelqu'un le dira, ce serait important. Christophe Sarraud, une réaction ? Pour que ces contre-messages, pour faire reculer ces idées reçues dans l'opinion publique, en fait, il faut utiliser les grands médias. Donc il y a beaucoup de... c'est-à-dire... il ne faut pas que ça reste dans des bouquins comme ça. Nous, on a fait aussi une bande dessinée, on fait des affiches. Mais en fait, il faudrait faire des petits films aussi. Il faudrait faire des dessins animés. Il faudrait que dans les quotidiens, les quotidiens aient plus de moyens pour que les journalistes prennent plus le temps d'analyser les discours des politiques, etc. Nous, on a convaincu, pour ce qui est des petits films, 10 grands réalisateurs français, 5 jeunes et 5 vieux, de faire ils choisissent chacun dans le bouquin un discours qu'ils ne supportent pas, et puis ils ont 3-4 minutes pour inventer avec nous une histoire de fiction. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile, ce que les études montrent aussi, c'est qu'on peut démonter tout ce qu'on veut de façon rationnelle, chiffrée, dans des études ou dans des livres assez faciles d'accès comme ça. Ce qui marque le plus les esprits, c'est les images. Et les politiques, ils utilisent des images. Ils savent que et le négatif marque plus l'esprit que le positif. Donc, ils utilisent des images chocs et des histoires, parfois, qui ne sont pas toujours vraies. Et quand elles sont vraies, c'est des exceptions qui confirment certaines règles. Et bref, nous, les 10 réalisateurs étaient partants. Et par contre, il nous fallait l'accord d'une chaîne de télévision. Et les chaînes de télévision, publiques comme privées, ont dit ça n'intéressera pas, on va pas faire d'audimat avec ça. Donc, et on en veut beaucoup aux chaînes publiques parce que c'est dans leur mission de service public de faire cette éducation-là.
Et donc, les réalisateurs, ils sont toujours prêts. Nous, ça fait 5 ans qu'on attend l'accord d'une chaîne, privée ou publique, pour lancer ces petits films-là. Et donc, on est dans un système où les médias aussi sont sous pression économique quand ils ne sont pas directement contrôlés par des hommes d'affaires. Une autre question, Oui, bonsoir. et puis on ira après, effectivement, de ce côté-là. Oui, Monsieur bonsoir. Oui. Bonsoir. Il se trouve que le débat a lieu à Saint-Herblain ce soir. Je pense qu'il y a des pauvres dont on n'a pas parlé encore. C'est les migrants. Parce que dans notre commune, aux portes de certains riverains, il y a 500 migrants qui sont là, laissés à l'abandon, uniquement soutenus par certaines associations qui, elles, n'ont pas les aides de l'État comme certaines. Alors je ne dis pas que les autres pauvres sont mieux lotis que cela, hein, mais il n'empêche qu'on a aussi dans notre commune 500 migrants qui sont... moi j'habite à côté, donc je sais comment ils vivent. Et puis vous imaginez bien, vous avez vu ce qui se passait à Calais, vous avez vu ce qu'on appelait la jungle, là c'est une nouvelle jungle. La seule réponse qu'on a apportée à ces migrants, c'est une menace d'expulsion qui a été refusée par le préfet, tout simplement parce qu'il ne veut pas que ces migrants retournent en centre-ville comme ils y étaient installés et qu'on a chassés pour les ramener ici. Là, ça dérange personne, seulement les riverains. Et effectivement, il y a peut-être des questions à se poser sur quelles solutions on peut trouver par rapport à ces migrants pour qu'effectivement ils se retrouvent dans un mode de vie qui soit beaucoup plus digne que ceux qui vivent tout de suite, quoi. Je veux dire, c'est abominable. Alors tout le monde est bien conscient du problème, sauf que là, ils risquent encore d'être pendant plusieurs mois dans ces situations. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Marie Loison-Le Russe, peut-être une réponse. Vous parliez au début de ce débat du portrait, entre guillemets, du portrait type de la pauvre, du pauvre. Est-ce que les migrants sont effectivement les plus concernés, les plus victimes également aussi de ces idées reçues et du fait qu'on ne trouve pas forcément de solution immédiate ou à long terme plutôt. J'ai malheureusement en fait pas de réponse évidemment. Enfin, je pense que il n'y a pas grand monde qui a une réponse aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en effet, c'est ce qu'on voit depuis là quelques années, c'est que la question des migrants et celle de la précarité, elles se rejoignent en fait. Jusqu'à présent, c'était quand même des sujets qui étaient un peu disjoints, c'est-à-dire qu'il y avait la politique migratoire d'un côté et les migrants d'un côté, et puis de l'autre côté la grande précarité, et puis les SDF, la précarité de manière un peu globale, mais sans forcément que cette question de la migration, elle soit posée. Là, on voit en effet ces vagues de migration qui vont à mon avis pas s'arrêter. On voit bien aussi que la question climatique, elle va renforcer encore plus cette mobilité des populations et qu'on risque de voir arriver encore plus de migrants. On devrait déjà en avoir plus, parce qu'on en accueille très peu. Et en fait, il n'y a pas du tout de volonté politique de prendre en charge cette question. Donc on le voit bien aussi on le voit dans toutes les grandes villes, je pense. À Paris, il y a une espèce de truc qui s'est mis en place qui est une honte totale, je pense. Là, c'est la citoyenne qui parle, c'est pas la sociologue, mais voilà, moi, je n'arrive pas très bien à comprendre. Je reviens à mon histoire de femme là parce que vous voyez les dispositifs des haltes par exemple, l'État a dit il faut mettre à l'abri ces personnes en très grande précarité qui sont les invisibles là, vous savez, c'est le film qui est sorti. Donc il y a un espèce de fantasme sur, moi je pense que c'est un fantasme, sur ces populations très très précaires qui seraient complètement invisibles, les clochards. Donc là c'est les clochards qu'il faut aller sauver. Il se trouve que dans ces haltes en fait il y a 80% de femmes d'origine étrangère et que comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont toutes des parcours migratoires subsahariens, et puis on remonte et on passe par différents pays, encore une fois notamment par la Libye, et en fait
on dit à ces femmes, bah oui, mais vous n'êtes pas la cible, vous n'êtes pas la cible de ce dispositif. Et donc, on n'en fait rien. Parce que, de toute façon, pour pouvoir avoir des papiers aujourd'hui en France, bah, il faut attendre 10 ans. Il y a une énorme hypocrisie. Pardon ? Bon, ok. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Il y a une énorme hypocrisie, oui, de l'ensemble de la société, parce que moi, la plupart des dames que je connais qui sont dans le centre d'hébergement que j'ai étudié précédemment, elles travaillent en fait, mais sans papier. Il y a maintenant des dispositifs de remobilisation qui sont mis en œuvre dans certaines associations où on fait travailler des sans-papiers. Donc, on n'est pas du tout logique. On n'est pas du tout digne dans notre manière d'accueillir ces publics, et on n'est pas du tout dans l'hospitalité. On est vraiment dans des formes au mieux d'indifférence et au pire de rejet. J'ai pas du tout de réponse à votre question, et je veux bien imaginer ce que ça peut être aussi d'être riverain, parce que il y a aussi ces populations, mais être face à cette misère, c'est pas drôle non plus. Michel Poussol. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, parce qu'on parlait tout à l'heure, au début des pauvretés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, il y a dans le large arc politique de notre pays des gens qui ne se sont jamais intéressés de près ou de loin aux plus pauvres, qui d'un coup sont très virulents à vouloir aider nos pauvres. Et on a un truc qui est incroyable, qui est en train de se faire, qui est d'opposer les misères les unes aux autres. Quand j'étais dans mon cabanon, avec mon épouse, le soir, on avait une chance, et on avait une copine qui payait le sport des gosses. Ce qui a fait qu'on a toujours été on a eu une vie sociale, nous, toujours. Et mes gosses, elle leur payait le sport, du hockey sur glace et du patinage artistique. Donc on avait une vie sociale avec des gens qui ignoraient dans quel état on était, mais qui eux étaient pétés de thunes. Ce qui était très paradoxal. Mais tous les soirs, on passait devant un camp de Roms. Et je disais à ma femme, tu vois, eux, ils sont bien plus malheureux que nous. Aujourd'hui, les Roms, ils disent merci aux Syriens. C'est délirant, hein, de ce que je suis en train de vous dire. Mais on a... Et alors, nos SDF à Paris disent merci à la fois aux Roms et aux Syriens, parce que du coup, ils sont un peu moins exclus. Vous voyez, il y a cette espèce d'échelle de l'exclusion qui ne finira pas. Sur les migrants, c'est un vrai autre sujet, sur la pauvreté. Il faut quand même, là aussi, dire les chiffres. Sur 100 personnes qui migrent par an, 100 personnes au monde, 95 migrent sur leur propre continent, voire dans leur propre pays, ou le pays voisin. La majorité de la migration aujourd'hui se fait à l'intérieur de l'Afrique. Il y en a 5 qui arrivent en Europe. Sur ces 5-là, il y en a 3,5 qui s'arrêtent en Allemagne. Et 1,5 sur 100 pour tout le reste de l'Europe. Si on vous fait croire que la crise migratoire, elle est en plein dedans, alors la crise pour le climat, ça va être une autre paire de manches. Hein. Parce que là, effectivement, ça sera d'une autre dimension. Et des fois, vous savez, moi, je deviens un peu extrémiste. Je me dis peut-être tant mieux. Parce qu'on ne pourra pas faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'on ne pourra pas prendre de demi-mesures. Parce qu'on ne pourra pas continuer à vivre comme si tout allait bien et qu'on trouvait des solutions pour que ça soit acceptable. Je reviens toujours sur cette idée dans le monde dans lequel on vit. L'OCDE, vous savez, c'est un gros truc de gauchiste. Hein. Bon, l'OCDE a fait une étude sur les pays équivalents à la France. La France est aujourd'hui, avant intervention de l'État, c'est très important, avant intervention de l'État, le pays où les inégalités se développent le plus vite. C'est la solidarité nationale et l'intervention de l'État qui fait qu'on n'a pas explosé en vol. Et on arrive à un paradoxe qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, où on va réduire les moyens, y compris des plus pauvres. C'est que notre système de protection sociale et de solidarité, il est en train de nous servir bien plus à ce qu'on continue à tolérer l'enrichissement des plus riches et l'écart qui ne cesse de se creuser, notamment entre ceux qui ont du patrimoine et ceux qui n'en ont pas, qu'à régler le problème de la pauvreté. On a un système qui pourrait être vertueux et qui, en fait, est en train d'être complètement
détourner là-dessus. Et effectivement, là-dedans, je vous le confirme, parce que je travaille en Seine-Saint-Denis et on a massivement, alors la situation parisienne est encore pire, mais c'est partout en France. Effectivement, dans cette logique-là, le poids des migrants, des Roms, qui sont les Roms, je signale, européens, hein, comme vous et moi, dans l'espace Schengen, ils ont le droit de se déplacer, pèse vraiment pas lourd. Déjà, je disais pour le reste de la pauvreté, mais alors pour ceux-ci, quelle grande tristesse collective et impuissance collective. Monsieur, il y avait des personnes ici également. Oui, Monsieur. un peu en rapport avec la notion d'échelle, de statut social, qu'il y a toujours plus petit que soi. C'est tellement plus facile peut-être pour les gens généralement de taper sur les plus petits que de viser là où se trouve l'argent, là où l'indécence se trouve, évasion fiscale et autres salaires indignes. Enfin, qu'est-ce qui justifie les salaires d'un dénommé, mettons, Carlos Ghosn, qui en plus a triché. Donc oui, quand même. Et il y a un livre qui est sorti là, au courant de l'hiver, là, en février, pour vivre heureux, vivons égaux. Il y a une très bonne interview de François Ruffin avec un des co-auteurs, là, Richard Wilkinson. En résumé, en bas du livre, là, c'est comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous. Donc il faudrait peut-être déjà aussi commencer à arrêter les disparités de salaire, et puis aussi, je pense, dès l'école, arrêter de favoriser la course à l'échalote via le système de notation qui fait que dans la tête des minots, des enfants, c'est à qui mieux enfin, dans le côté compétition, dans le côté scolaire, notes, et certains qui se croient moins bons, parce que ça a des effets un petit peu dévastateurs, je pense, dans la tête des enfants. On est par naissance fragile un peu plus, cette compétition, et qu'on puisse déceler un peu plus vite les talents manuels ou artistiques des enfants pour pas faire tout le monde vers le bac et tout le monde vers les bac plus. Il n'y a pas de saut métier, et être dans les métiers manuels, c'est quand il y a des gens qui peuvent être artisans ou même être salariés, très bien s'en sortir, et puis que l'ouvrier ait moins honte d'être ouvrier parce qu'il peut faire des super choses de ses mains. Et moi, je trouve paradoxal que quelqu'un qui est en col blanc, bonimenteur, tricheur, et qui est a priori dans ceux qui réussissent parce que voiture tip-top, portail qui s'ouvre automatiquement en arrivant dans le lotissement et tout, puis avec une empreinte carbone pas très top, avec un gros 4x4, mais je trouve paradoxal que quelqu'un qui a un col blanc et qui est dans une start-up ou qui profite à fond de la mondialisation ait une meilleure estime de lui que quelqu'un qui fait des super choses de ses mains, quoi. L'ouvrier, est-ce que c'est induit par les médias ou quoi, mais l'ouvrier, il a presque honte d'être ouvrier, quoi. Merci pour votre réaction, monsieur. On a deux personnes. On avait des personnes à gauche, oui, s'il te plaît. Christine, je vois que la question de la pauvreté suscite évidemment beaucoup de réactions. On a encore beaucoup de choses dont on peut parler. Les solutions à long terme, les territoires zéro chômeur. Oui, Madame ? Bonsoir. Je suis étonnée, mais vraiment très étonnée qu'on n'ait pas prononcé une seule fois le mot capitalisme et Europe qui est par essence ultralibérale. C'est en toile de fond un peu quand même, Michel Pouzeul. Mais juste moi du coup j'ai un autre petit conseil très concret. Arrêtons Uber aussi. Arrêtons Amazon, arrêtons tous ces gens qui ne payent pas d'impôts, qui ne participent pas à notre système de protection sociale, qui font de l'économie parallèle, parce que tout ça, ça a pourri aussi notre société et ça participe en fait grandement à la précarisation des plus pauvres. Parce que quand on prend un taxi Uber, c'est au détriment de celui qui paye des charges sociales, qui achète son droit d'exercer. Et en plus, on entretient la précarité du fameux salarié Uber. Donc, du coup, voilà un autre petit conseil pour aller dans votre sens et pour dire qu'en effet, on est dans une société où ce néolibéralisme, il est en train de tous nous tuer à petit feu, alors même que on trouve ça super de partir en Airbnb et de prendre un Uber. Donc voilà, moi ça fait partie des autres petits trucs avec les magasins le dimanche où je ne vais pas, c'est d'arrêter de prendre un Airbnb mais de prendre un gîte de France et puis de prendre un vrai taxi à Versailles là où j'habite et de ne pas prendre un Uber. Voilà.
On avait une réaction par là. Où est le micro? Oui. Madame, oui. Bonsoir. Merci déjà pour vos paroles et votre travail. Je vais essayer de faire reconstruire bien, mais c'est pas gagné. Du coup, je voudrais revenir sur la citation de Tocqueville qui parlait de la classe plaisir et fainéant, qui, je pense, dans ma vision des choses, devrait être le but où on devrait arriver. On devrait avoir du plaisir dans la vie, avoir du temps pour en profiter. Et je pense qu'il y a une peur autour de ça. Et du coup, pour les lecteurs, il y a un livre qui est génial par rapport à ça, qui s'appelle Utopie réaliste, qui parle d'un truc qui est plutôt justement utopique, qui parle du revenu universel, qui nous paraît complètement pas possible à réaliser. Et finalement, il y a plein d'études qui ont été faites dans le monde, dont une aux États-Unis dans les années 50, qui du coup, ils ont vraiment mis les conditions réelles du revenu universel dans les mains des gens. Ils leur ont donné de l'argent. Et les gens avaient peur que les gens deviennent feignants et juste profitent de leur argent. Et finalement, pas du tout, en fait. Les gens étaient complètement actifs. Enfin, les résultats, c'est ça. C'est que les gens ne sont pas du tout moins actifs. Ils produisaient toujours autant. Et il y a eu une variable qui a été retenue par le gouvernement, qui était prêt à le mettre en place. C'était Eisenhower, à l'époque. Et ils étaient prêts à le mettre en place. Et il y a quelqu'un qui a mis la sonnette d'alarme. C'était Nixon. Ah oui, pardon. C'était Nixon et c'était en 75. Il y a quelqu'un qui a mis la sonnette d'alarme et qui a relevé la variable. Oui, mais regardez, il y a les divorces qui haussent là-dedans. Donc, c'est pas bon pour la société et la natalité. Et en fait, on s'est rendu compte des années après que cette variable, elle avait aucun rapport avec le truc. Donc, c'est juste pour dire que même si ce ne sera pas mis en place, il y a carrément de l'espoir et on peut profiter de la vie tout en travaillant et être heureux dans son travail, ce qu'on ne nous donne pas du tout les moyens de faire, en fait. Enfin, pour mon expérience, moi, je suis animatrice d'enfants et tout. J'adore mon métier. Pour moi, c'est d'utilité publique et on ne nous donne pas les moyens financiers d'assumer ce travail-là qui est vraiment d'utilité publique. Voilà. Merci pour votre témoignage. On va faire juste une petite parenthèse avant de reprendre une autre question. Jean-Christophe, j'aurais voulu que vous rebondissiez aussi un peu sur ces solutions dont on a peu parlé, et Michel peut-être aussi, Marie, sur le revenu universel, la question du territoire zéro chômeur également, et sur le fait, ça c'est une idée reçue, que si on donne de l'argent sans contrepartie à des personnes en situation de pauvreté, ce n'est pas des fonds perdus, ça rapporte. Dans un sens, elle a tout le monde. Ouais, donc le revenu universel, pourquoi pas, mais il faut aussi mettre tous nos moyens dans la création d'emplois pour que ça soit vraiment la liberté de la personne de dire si je souhaite travailler, je dois avoir accès à un emploi digne. Ça, c'est l'expérimentation territoire zéro chômeur. On parlait de bébés tout de suite. Ce qu'on observe sur les territoires zéro chômeur, c'est que les naissances doublent depuis 2 ans, tout simplement parce que quand on a un emploi, on se remet à faire des bébés. Et créer des emplois, le principe, c'est on propose un CDI au SMIG pour mettre en œuvre des tâches utiles mais non rentables et non concurrentielles d'emplois existants à toute personne qui est au chômage depuis plus d'1 an. Et donc, c'est financé par la redirection de tout ce que ça coûte d'être au chômage de longue durée, en coût direct versé à la personne, 1/3, en coût indirect, les conséquences à long terme de la santé, de l'échec scolaire, etc. Et puis en manque à gagner, parce que quand on a peu de moyens, on consomme peu, on paye moins d'impôts, de TVA, etc. On a fait un calcul, c'est 18 000 € par an par personne, et donc l'État, pour l'instant, finance chaque emploi créé à hauteur de 18 000 € par an par personne, et on s'aperçoit, là, depuis 2 ans que ça a été mis en œuvre sur 10 territoires, ça rapporte 23 000 € par an par personne. Donc non seulement les gens se remettent à faire des bébés, mais en plus, donc il y a toute une reconstruction à l'intérieur, et en plus ça rapporte à la société. Et puis la personne, c'est pas une obligation, elle peut vraiment dire, moi je ne peux pas ou je ne souhaite pas travailler, ou c'est des emplois à temps choisi aussi, donc à elle de décider ce qu'elle veut faire. Il y a une autre solution qui émerge, effectivement, c'est le revenu universel. Alors, je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette idée. Non, je ne pense pas que... Vous allez vous en faire l'avocat, je crois, Michel. Toutes les solutions qui vont dans le bon sens sont les bienvenues. Moi, j'ai une difficulté avec les territoires zéro chômeur sur la structuration du départ, mais ça fonctionne et c'est très bien. Bien sûr, le revenu universel, alors moi, je dis...
je ne le verrai pas, d'accord, mais vous, dites-le pas, quoi. Vous allez le voir. Moi, je m'intéresse au revenu universel depuis quelques années, bien avant que ça devienne à la mode en France. Et je me rappelle, avant la campagne, avoir reçu une association qui s'appelle l'Archipel des Sans-Voix, qui est un peu comme à Télé Carmone, donne la parole des gens qui sont dans la précarité et qui construisent ensemble leurs solutions. Et ils étaient venus voir à l'Assemblée, j'avais décrit tous les dispositifs, et j'aurais dit, attendez, il y a un truc à la fin. C'est moi qui s'intéresse, je ne le verrai pas, mes enfants ne le verront pas, mes petits-enfants ne le verront pas, mes arrière-petits-enfants, j'espère, c'est le revenu universel d'existence. 8 mois après, c'était devenu le sujet de conversation le plus à la mode. Et on est aujourd'hui, je crois, il y a 40% de la population française qui trouve que c'est une idée intéressante, donc on n'est pas majoritaire, mais enfin, c'est quand même une avancée incroyable par rapport d'où on vient. C'est quoi l'idée du revenu universel d'existence ? C'est de se confronter au changement du monde qui arrive, parce que moi je suis d'accord pour Uber, Amazon, etc., etc. J'ai peur qu'ils aient déjà gagné le combat d'une certaine façon, en grande partie. Pendant la campagne électorale présidentielle, moi je parlais de la modification, par exemple, de la grande distribution, et je parlais des hypermarchés où vous allez rentrer, il n'y a plus il y a plus de salariés, il n'y a plus personne, vous scannez votre caddie, vous repartez chez vous et tout. Et on me disait, ouais, monsieur Pouzol, t'es gentil, bon ça va, on te connaît. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a un qui est ouvert à Seattle par Amazon, Auchan en a ouvert un en Chine et ils en préparent un en France. Donc ça arrive. Donc c'est malheureusement dans les tuyaux, des trucs sans personnel. Il y a des entrepôts de la Poste où il n'y a plus un salarié. Et vous savez, le seul poste que la Poste n'a pas réussi à remplacer, il y a un truc qu'ils n'ont pas réussi à faire avec leurs colis. C'est charger de manière optimale les camions. C'est pour bien ranger les colis dans les camions, ils ont encore besoin d'êtres humains. C'est le seul poste qu'ils ont pour la gestion des colis. Donc c'est un truc de dingue. Le revenu universel d'existence, c'est l'idée de donner, la question se discute de la naissance ou à la majorité, un revenu universel, sans condition, quelle que soit la situation financière de chacun, qui permette d'assumer les 5 notions fondamentales de la vie: se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer, se cultiver. C'est-à-dire d'assurer que l'être humain, en soi, soit assuré de ses besoins fondamentaux. C'est pas une nouvelle idée, c'était dans le programme du Conseil national de la résistance. C'était le 4e pilier de la sécurité sociale. Même avant, mais pour le plus... voilà, donc c'est pas une idée neuve, c'est une idée qui part du principe que philosophiquement, on peut définir l'homme, non pas par rapport à sa position dans la production de richesse de la société. Toi, tu es pauvre, tu as droit, mais il faut que tu prouves que tu sois pauvre, que tu es pauvre, tout le temps. Et il faut bien prouver tout le temps que tu es bien resté pauvre. Parce que si tu n'es plus assez pauvre, on t'enlève ce qu'on te donne. C'est quand même une manière de raisonner de dingue. Et bien, le revenu universel se base sur l'inverse. De dire, parce qu'on est une richesse intrinsèque, c'est ce que je vous disais au début, de l'homme dans la société, entre nous, puisqu'on produit la richesse en étant vivant simplement entre nous, eh bien, la société, en répartissant les richesses, doit assumer cette chose-là. C'est fondamental pour redéfinir ce que veut dire travail et surtout le déconnecter de salariat. Parce que ce soir, on travaille, mais on n'est pas des salariés. Quand moi j'écrivais des scénarios de films ou des trucs, je bossais comme un malade. Et on me disait, Michel, il fait rien. Puis quand j'ai réussi à faire 1 ou 2 films, on m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il a bien travaillé. Et c'est là où je travaillais plus, puisque j'avais fini. Mais oui, c'est donc le monde est comme ça. Le type qui, dimanche, va aller entraîner vos gamins à faire du foot, du basket, monsieur le maire, c'est plutôt le basket, vous. Je me suis bien renseigné, j'ai lu mes fiches. Il amène quelque chose à la société. Mais c'est pas valorisé. La personne qui va faire du bénévolat parce que... la personne qui va décider de prendre une année pour s'occuper de son parent qui a Alzheimer. Ou qui veut aller faire de la coopération avec les migrants. Il amène une richesse à la société. Il répond à un besoin clair. Aujourd'hui, ça n'entre pas dans le calcul de la richesse nationale, dans le fameux PIB. Par contre, le trafic de drogue, oui. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, bien sûr que moi, je me bats pour cette idée. Je pourrais vous en parler là pendant des heures, donc ça va être trop long. Mais il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Mais je voudrais quand même revenir sur le livre que vous avez cité, madame, Les utopies réalistes. Lisez ce livre-là. Il y a plein d'idées dedans. Il y a l'idée de l'argent gratuit. L'argent gratuit, c'est une expérience qui a été montée avec des SDF à Londres, où on a dit, on leur donnait 1000 livres par an, par mois, pendant 1 an, et on les a laissés faire. Et on est venu voir, et c'était
Ils ont pris les SDF les pires, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les clochards, les mecs qui sont alcoolisés, crados, machin, ceux pour qui on pense qu'il n'y a plus, qui se pissent dessus. Enfin vraiment, il y en a qu'on pense qu'ils n'ont aucune chance. Ils sont venus un an après. Un an après, 97% d'entre eux avaient un appartement, avaient un emploi, avaient fait des économies, avaient parfois monté leur société. Et il y en avait 3 qui avaient picolé pendant un an. Voilà. Mais, les mauvais pauvres, oui, toujours eux. Mais ça vaut le coup, non? Ça vaut le coup si on a un taux de pourcentage comme ça. Moi, je connais rien qui a un taux de réussite à ce niveau-là. Hein. Nos grands théoriciens de l'économie qui nous bassinent depuis des années, ils nous mettent dans le mur, mais ils n'ont pas des taux de réussite là-dessus. Donc, il y a plein d'idées. Il y a plein de choses qui se créent. Il y a la création de la monnaie. Bien sûr, tout ça, c'est la remise en cause du capitalisme. Je ne le disais pas. Mais on est passé de l'autre côté du miroir. On est dans la financiarisation de la société. Et c'est encore plus puissant que ce qu'a été le capitalisme aujourd'hui. Là, c'est une machine à broyer. Donc, il y a des solutions, il y a des idées. Il ne faut pas se résigner. Mais voilà, il faut, par contre, être révolutionnaire, radical et renverser la table. Merci Michel. Donc voilà, un conseil de lecture pour tout le monde. Madame. Oui, alors moi je vais certainement me faire l'avocat du diable. Allez-y, déjà, on est pour là commencer, pour en discuter. quand même, voilà, exactement, on est là pour discuter. Moi j'adore Place Publique parce que les pauvres, c'était pas forcément un sujet qui m'intéressait dans le sens où j'y connaissais rien. Et le fait d'avoir ce soir les intervenants, ça permet de comprendre, de s'ouvrir à un sujet sur lequel on n'a pas forcément de regard. Donc merci pour ça. Par contre, ça me met un peu en colère d'entendre certaines choses parce que en fait j'ai l'impression qu'on passe notre temps à s'opposer les uns aux autres. Les riches, ils sont pas gentils et les pauvres, il faut les aider, etc. Et j'entends tout à l'heure le débat ouvrier col blanc. Et je suis désolée, mais moi mon parcours personnel, c'est que le RSA, j'y ai vécu pendant un an, que si j'avais pas eu les bourses de l'enseignement supérieur, j'aurais pas fait d'études. Aujourd'hui j'ai un double master et sauf que au bout de 10 ans j'en ai eu ras-le-bol et aujourd'hui je suis apprentie mécanicienne automobile. Je me fais face au sexisme à longueur de journée. Je suis obligée d'être féministe parce que sinon je me fais marcher dessus et je me fais humilier dans tous les sens. Et sauf que mes collègues aujourd'hui qui sont ouvriers et ils n'ont pas honte d'être ouvriers, ils savent ce qu'ils font. Et moi aujourd'hui quand je leur dis waouh, ce que vous faites de vos mains c'est incroyable, ils sont les premiers à me dire ah, gna, 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 machin, toi t'as un bac plus 5. D'accord, mais mon bac plus 5 il me sert à rien en mécanique. Et donc aujourd'hui j'ai été chef d'entreprise pendant 1 an et demi aussi. J'ai eu des stagiaires. Et c'était important pour moi de prendre des stagiaires qui ne trouvaient pas forcément de stage ailleurs, qui étaient dans des quartiers difficiles, etc. Et j'étais à Nice. Donc je peux vous dire que la politique locale, on la sent passer là-bas. Les quartiers pourris, on les sent passer. Moi, j'habitais dedans. J'ai vécu pendant plus de 15 ans dans moins de 15 mètres carrés. Donc je ne me considère pas forcément dans la précarité ni pauvre. Mais n'empêche que si les aides sociales, elles n'avaient pas été là et si j'avais pas eu le soutien de mes amis, je serais probablement dans la merde. Et si les dispositifs étudiants m'avaient pas permis de manger pendant plus de 6 mois dans une épicerie solidaire, j'aurais pas pu manger pendant 6 mois. Voilà. Et faire des études quand on mange pas, c'est pas possible. Donc je trouve ça dommage d'opposer toujours l'école blanche, les ouvriers. Enfin, moi j'ai 27 ans et je trouve que... Oui, dans le rapport de l'estime de soi, mais je pense qu'à un moment donné, l'estime de soi, certes la société doit nous aider à le construire, mais il faut aussi apprendre à le construire soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui il y a des outils qui sont géniaux pour ça. Et on n'a pas parlé d'Internet. Et moi je suis un peu surprise qu'on parle pas des réseaux sociaux parce que notamment sur Facebook, voilà, on passe des tonnes de posts et le discours sur le fait que oui, effectivement, les gens qui soi-disant aux aides sociales gagneraient plus que quelqu'un qui travaille. Effectivement, c'est un mensonge grossier et pourtant tout à chacun, et probablement peut-être des gens dans la salle, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, on a déjà partagé ça, parce qu'on a trouvé ça drôle, parce que ça passe bien, parce que voilà. Et à un moment donné, c'est à nous tous de se remettre en question, et bien sûr qu'il y a la part politique, bien sûr qu'il y a la part mondialisation, industrialisation, etc. Mais il y a effectivement, comme madame le disait, la part citoyenne, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'empare tous du sujet, et à nous aussi d'arrêter de relayer. Enfin, les médias sont aussi le reflet de ce qu'on veut entendre, quand ils disent qu'ils refusent des films parce qu'il n'y aura pas d'audimat, mais l'audimat, c'est nous, donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Donc, écrivez voilà. par vos journaux, dites ouais. On veut, parce que ça il y a une étude récente qui a montré que les personnages dans les séries, c'était 60% des cadres supérieurs, etc. Écrivez dans la presse et pour demander qu'on parle on parle de manière représentative des gens dans notre pays comme dans les autres pays. C'est un bon conseil, merci. Je rebondis avant de reprendre une autre question très rapidement sur cette question effectivement des réseaux sociaux. Est-ce que là, pour revenir à notre sujet des idées reçues, la perception de la pauvreté, est-ce qu'elle a changé avec les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux ont contribué alors peut-être à améliorer les situations ou au contraire à propager
propager des contre-vérités sur la pauvreté. En tout cas, c'est un outil dont on doit se saisir pour faire passer nos contre-messages. Voilà. Excusez-moi, Michel, oui, vous aviez justement une expérience à TD Carmonde sur un robot, sur des messages. Oui, on a créé un robot. En fait, si vous lui posez une question, est-ce que on peut gagner plus avec le RSA qu'avec le SMIC, il vous répond automatiquement en vous redirigeant vers une bonne réponse. Mais les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même vendu 100 000 exemplaires de ce livre-là. Quand on a fait un article pour démonter un faux tableau qui circulait sur Facebook qui montrait qu'on pouvait gagner plus au RSA qu'au SMIG, l'article sur Facebook, ça a circulé 300 000 fois. L'article, c'était 1 400 000 vues. Donc, quand on arrive vraiment à argumenter en disant non, c'est pas vrai, et ben en fait, vous qui avez envoyé peut-être pour le fun à vos copains, ben vous allez être incité à rebalancer vite à vos copains en disant regarde, je me suis trompé, et les démentis et les bonnes nouvelles, il faut les faire circuler aussi. Et sachez que ces réseaux sociaux fonctionnent sur des algorithmes que si vous rebalancez ça, ils vont vous rebalancer toutes les fake news qui traînent sur le même sujet. Hein. Donc en plus, ça veut dire que c'est un effet d'entraînement. Mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue moi, quand je réalisais Pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres. J'étais à TD Carmonde, pas à TD Carmonde, pardon, avec la Fondation Abbé Pierre. Et sur le site de la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre, hein, les gens qui vont sur la Fondation Abbé Pierre, ils savent pourquoi ils viennent. Ben, sur leur site, parmi leurs donateurs, il y avait des mecs qui postaient des messages en disant ces gens, au lieu de ils feraient mieux leur interdire de faire des enfants au lieu de leur donner des sous. Sur la Fondation Abbé Pierre. C'est-à-dire que. Mais les gens me disaient, c'est des gens qui nous soutiennent. C'est-à-dire que même là, il y a une espèce de déconnexion comme ça du réel qui s'installe petit à petit, qui est vertigineuse. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont une machine à accélérer ce genre de choses. Hein. Ne vous y trompez pas. La bataille, elle est extrêmement difficile sur les réseaux sociaux parce qu'on n'y croit pas. Et ça part après dans tous les sens. Un soir, il y avait un infographiste, je ne parle pas des réseaux sociaux, du journal de 20 heures de France Télévisions, service public, qui expliquait, alors déjà le sujet était spécieux, c'était « La France traite-t-elle mieux ses jeunes que ses vieux ?» Déjà, le mec, dans le service public, qui commence à faire ça aux 20 heures, c'est qu'il a un petit souci sur la cohérence républicaine. Hein. Mais dans les revenus des personnes à la retraite, dans les aides sociales, il comptait la retraite. C'est-à-dire que la retraite était comptée comme une aide sociale. 20 heures, France Télévisions, pas vérifié sur une infographie sur le service public français. C'est un truc de fou. Beaucoup de gens en abusent de la retraite. Non mais et oui, en plus. Il y a de la fraude. Hein. Mais finalement, quand on finit par faire passer cette idée-là, ben quand on arrive au pouvoir et qu'on se dit les retraités sont des privilégiés, il faut qu'ils mettent la main à la pâte parce que franchement, ils ont bien trop profité de leur vie jusqu'à présent, ça passe comme une lettre à la poste parce que le travail est fait. Si depuis le début de la soirée, j'arrête pas de répéter un peu comme une machine ce genre de choses, c'est parce que si on ne gagne pas, on récupère pas la bataille des mots, la bataille des idées, il n'y a pas des assistés, il y a de la solidarité, c'est pas la même chose. C'est pas des charges sociales, c'est du salaire différé. Si on ne revient pas sur ces batailles de mots, si on ne remet pas les clivages au centre de la chose, alors on perd les batailles. Alors on les perd. Et c'est vrai que c'est un vrai travail. Moi, je suis fasciné par tous ceux qui travaillent, que j'ai rencontrés maintenant depuis plusieurs années, parce que j'ai beaucoup appris, moi, en faisant ces soirées, en faisant des films, en témoignant, en écrivant un livre. J'ai appris aussi un truc, ce que tu disais tout à l'heure, qui est tout à fait vrai. Ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Et moi, j'ai découvert que j'ai toujours été pauvre. Sauf que je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que, fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, si j'avais fait ce que ma grand-mère voulait, j'aurais été instit. Et je serais arrivé au maximum de la promotion sociale qui était réservée à ma catégorie sociale. J'aurais eu un emploi, des vacances, etc. Mais moi, j'ai voulu casser les codes sociaux. J'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu être journaliste, j'ai voulu faire du cinéma. Mais ce n'était pas juste pour moi. C'était pas pour ma catégorie. Et effectivement, quand je suis tombé parce que j'ai pris des risques. Mais parce que j'ai pris des risques en n'ayant pas le pouvoir de prendre des risques, les moyens de prendre des risques dans la société. Parce que je venais d'un endroit où on ne peut pas prendre ces risques-là. Parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils deviennent mortels. Et effectivement, tout le monde ne tombe pas dans la... Notre système fonctionne aussi bien, il faut le dire. S'il n'y avait pas le système de protection sociale, de retraite et de chômage,
la précarité serait 10 fois plus importante. Mais ça protège, dans notre pays, à peu près 50%, peut-être un peu plus, 60% de la population. Et il y a 40% qui sont sur les marges, et malheureusement, à peu près 20, effectivement, qui basculent de l'autre côté. Donc voilà, il faut se battre, il faut y croire. Merci. Une question, une réaction? Oui. Augustin. J'ai été content d'entendre l'étudiante qui a valorisé sa personnalité. Elle a travaillé. Je vais vous dire, moi je suis dans le pourquoi. La dignité du pauvre, c'est quoi? Vous avez cité l'abbé Pierre. Un jour, il se promène à Paris, il pleuvait, et il rencontre un clochard qui était ivre, et il lui dit « J'ai besoin de toi ». Et c'est ça l'origine d'Emmaüs. Voilà. Parce que là, on renvoie tout le temps à l'autre. Mais la responsabilité du pauvre, est-ce que dans la pédagogie, il faudrait en prendre compte? Je vais vous dire mes observations. Je suis ethnosociologue, donc j'observe. Et chaque fois, je me pose le pourquoi. Je vais vous dire, à Nantes, je vais régulièrement à la Conterie, en face des Dervalières, acheter le journal et prendre un café. Eh bien, régulièrement, je vois des personnes venant de la cité des Dervalières que l'on classe comme quartier sensible, et que les personnes qui sont là, je les perçois comme des personnes assez pauvres. Eh bien, ils dépensent 50 € de trucs à gratter. Et là, c'est une question que je me pose. C'est pour ça que je me rapproche de la TD Carmone, qui a une pédagogie dans ce sens-là, que le pauvre, eh bien, quelquefois, c'est un manque d'éducation, de conscience personnelle. Et là, on est dans l'avoir. Il y a des pauvres, très pauvres, qui sont des moines. Et ils sont pauvres, pécuniairement. Et on est dans l'être et l'avoir. Et c'est ça qui a manqué ce soir. Merci. Parce que là, c'est un point de vue d'ethnosociologue et même philosophique. Et c'est là que, même avec des assistances, on ne réglera pas le problème. Hier, j'étais à l'Amphikernéis, un Libyen. Il est en train de préparer une thèse. Il s'est pris en main avec l'Université de Nantes. J'ai écouté Pascal Brice, qui a été le directeur de l'OFPRA. Il a écrit un bouquin sur le fil de l'asile. Et il a expliqué un homme que je considère comme personnaliste, où il défend le droit à l'asile dans une administration. Et je vous assure que ce n'est pas quelqu'un qui profite du capitalisme. Et c'est ça qu'il faut, je dirais, je réagis sur le fait que quelqu'un, mais je m'excuse. Oui, j'aimerais juste prendre une dernière question, oui, parce qu'on va être dans quelques minutes à la fin de ce débat. Ça se résume dans le fait que quelqu'un a dit, réaction, oui. On a la pauvreté dans les poches et dans la tête. Justement, si on apprend à réfléchir sur cette... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais au cinéma, Lutetia. Merci, Augustin. C'est 4 €. Je vais vous demander de laisser le micro aussi à d'autres personnes qui attendent aussi de réagir. Pratiques. On n'a plus que quelques minutes. On peut se rendre pauvre. Merci. Peut-être une dernière question. Madame, derrière, tout derrière. On avait une dernière question. On va essayer d'être très bref, monsieur. Merci. Entendu. Merci, bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir. Et avant tout, je voulais parler, je crois, de la plus grande des pauvretés, c'est l'isolement. Et ce soir, avant de venir ici, j'avais vu l'affiche sur des publicités un peu pas mal d'endroits.
Et j'ai demandé à pas mal de personnes autour de moi si ça les intéressait de venir. Et malheureusement, il n'y a personne qui a souhaité venir. Et j'avais ça dans ma tête, comme quoi j'aimerais bien venir aujourd'hui ici. Mais on est tous pris par nos quotidiens, par la vie. Et j'ai 2 enfants, et puis justement, j'allais faire à manger et tout. Et puis je fais, mince, c'est ce soir, j'y vais ou pas? Je suis tout seul. Je fais, finalement, j'y vais. Et je dis, chérie, excuse-moi, je vais pas faire à manger, si tu peux. Et donc, je suis venu, et je suis vraiment ravi d'être là et de voir toute cette chaleur. Et c'est... Excusez-moi, je vais avoir des larmes. Et ne restez pas seul, quoi qu'il se passe. Je ne sais pas ce que vous avez. La seule chose, le moyen que j'ai aucun d'autre moyen à vous donner pour vous en sortir, mais la seule chose, ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'isolement. Sortez et voyez des gens autour de vous et comme des êtres, tout simplement. Et ça vous permettra d'être un être avant tout. Merci. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Peut-être. Voilà, une toute dernière question. On est désolé, on va être obligé de... Et il y avait une dame. On n'oublie pas la dame au premier rang. Oui, bonjour. Parce que moi, je suis responsable du Secours populaire de Saint-Herblain. Et donc, à ce titre, la précarité, on la côtoie régulièrement. Et ce que l'on constate, c'est une aggravation, on va dire, si le mot est exact, de la précarité, c'est-à-dire des gens qui ont de moins en moins de revenus, même avec le RSA. Quand vous disiez qu'il restait 5 € par personne par jour pour vivre, nous, on est plutôt aux alentours de 2,50 € à 3 € pour les plus riches. Avec une population qui, à 70%, n'a pas de logement, on va dire même locataire, donc qui errent de ci, de là, d'hôtels, en hébergement et autres, et qui ne peuvent pas se construire. Et pour les enfants, c'est extrêmement difficile. Donc on essaie, nous, puisque une de nos missions, c'est effectivement d'apporter une aide alimentaire, parce que c'est vital. Et si on veut proposer quelque chose d'autre, une sortie ou autre, eh bien, ils sont tellement préoccupés par le quotidien que ça leur passe au-dessus. Et ce qui nous inquiète, nous aussi, c'est que l'aide alimentaire, elle est actuellement en grande partie financée par les fonds européens d'aide aux démunis, que ceux-ci sont votés jusqu'en 2020 et qu'après, on ne sait pas du tout ce que l'on va avoir. Or, l'aide alimentaire que l'on apporte à Saint-Herblain 2 fois par mois, ce n'est pas extraordinaire, mais n'empêche que ça permet à des personnes de payer peut-être leur facture d'électricité, leur loyer et autres, et que si on ne peut pas leur apporter cette aide alimentaire, c'est la santé qui est en jeu, c'est l'éducation, c'est la reconnaissance de soi-même et les dettes derrière. Et qui dit dette, pour les loyers, l'électricité et tout, c'est la déchéance. Voilà, on comprend l'intérêt de l'action des associations. Vous voyez dans quelle société on est quand même. Des gens viennent chez vous chercher à manger pour pouvoir payer leur électricité et leur loyer. Donc, dans quel monde sommes-nous? Merci. Une dernière. Juste une toute petite réaction, peut-être le temps de la dame là-bas, Christine, s'il te plaît. Et on clôturera cette soirée et cette saison par la même occasion. Sur la nourriture, je vais juste vous donner une anecdote qui m'a un petit sourire. J'en parle encore avec mes enfants. Les nouilles chinoises chez Zaniscounter, le paquet, ça coûte 29 centimes. Et je dis toujours, quel bol j'ai eu qu'ils adorent ça. Parce qu'un jour, c'était au poulet, le lendemain, c'était au bœuf, le lendemain, c'était au poisson. Quand je leur en parle aujourd'hui, ils me disent, bon, t'es peut-être pas obligé d'en faire maintenant, mais finalement, on aimait bien. Voilà. Des fois, il faut trouver les sources. Les nouilles chinoises, je vous le dis, ou les crêpes, c'est des trucs, ça passe très bien. Madame, pour terminer. Moi, Bonsoir. Bonsoir, je voulais juste faire une observation. En vous entendant tous, j'ai le sentiment que ce qui manque essentiellement aux personnes qui sont pauvres, c'est la liberté. Et que les préjugés qu'on véhicule sur les pauvres et sur la pauvreté, ça renferme encore, ça restreint leur espace de liberté. On a beaucoup parlé des dépenses contraintes. Ce qu'on a peut-être un petit peu moins dit, quoique des exemples l'ont illustré, c'est toute la mainmise que les administrations, mais que l'école aussi a sur les destins de chacun, où on décide de là où les uns et les autres vont loger, vont dormir, vont se loger, combien ils vont gagner. On va même jusqu'à, monsieur tout à l'heure l'évoquait, on va même jusqu'à décider ce qu'ils ont le droit d'acheter ou pas. Je pense à des exemples, on va considérer que si on leur donne une pièce, c'est pas pour qu'ils boivent, c'est pas pour qu'ils achètent un CD, voilà, il faut qu'ils restent dans un cadre.
Et voilà, je voulais juste faire cette observation. Je pense qu'en changeant notre regard et en modifiant notre comportement vis-à-vis des personnes qui ont la vie difficile, on leur donne aussi l'espace de liberté dont ils sont totalement privés. Et ce que j'ai aimé pour finir, Monsieur Sarraud, là, c'est lorsque vous disiez, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour le dire, lorsque vous disiez que dans la politique territoire zéro chômeur de longue durée, les personnes ont le choix de travailler ou non. Je trouve que c'est aussi ça doit sous-tendre toutes les politiques publiques, ne pas obliger, ne pas contraindre les personnes bénéficiaires de ces aides à restreindre leur liberté sous prétexte qu'on leur a donné quelque chose, comme si nous, citoyens qui étions un petit peu épargnés par ces demandes d'aide, nous on n'étions pas, enfin on restreignait nos libertés comme ça aussi facilement. Donc merci à tous. Merci pour cette belle conclusion. Je vois qu'il y a un monsieur qui voudrait poser une autre question, mais on vote l'autre. C'est pas une question. Ah bah alors ça fait une très bonne transition, hein, Christine. Juste 5 minutes. Vive les riches. Alors on pourra également faire effectivement un débat place publique. Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux. D'ailleurs, Christine, je vais peut-être la laisser la parole. prochaine saison place publique est en cours de préparation et justement, on parlera des riches. Il y a un sujet sur les riches. Est-ce une violence pour la société, en fait. Ah ben voilà, c'était dans les tuyaux. Merci à vous, merci d'être venus très nombreux ce soir.